Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Charlotte en Caroline du Nord, le Loves Motor Speedway, piste mythique s'il en est de la NASCAR qui accueille aujourd'hui la 13e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Une course qui va nous réserver encore extraordinairement de spectacles. D'abord parce que la piste a été resurfacée, mais aussi et surtout parce qu'ils seront 28 à disputer le Double Duty. On peut difficilement rêver plus belle affiche. Tout le monde est là, Jimmy Johnson, vous le voyez, mais également Tony Stewart, Martin Truex Jr. de retour en NASCAR Busch pour son deuxième départ en tout cas. Bref, du très beau spectacle en perspective, une 13e course de la saison qui s'annonce bien exceptionnelle d'une part, mais un petit peu triste pour nous, LFB. Explication. Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Un petit message personnel pour commencer ce programme Motors TV. Vraiment voudrais adresser toutes ces condoléances, mais ces pensées les plus sincères et les plus chaleureuses à Vincent, un des responsables du site NASCAR-world.com. On en a souvent parlé de ce site, fort bien fait, fort bien documenté avec des passionnés derrière. Vincent en fait partie, Vincent qui a eu la douleur de vivre un drame familial. Et donc, nous lui dédions, bien évidemment, ce programme ce soir. Vincent, on pense bien à vous. Et vous le savez, la NASCAR continue. On le sait, vous êtes passionné par ce sport. Et bien, ce soir, cette course de Charlotte, pour nous en tout cas, elle est pour vous. Oui, on pense évidemment beaucoup à vous. Toutes nos pensées vous accompagnent pour cette course et espérons que ça vous fasse un petit peu oublier, c'est vrai, le malheur qui vous touche. Allez, on va revenir à cette course du Loves, la 13e course de la saison, en commençant bien évidemment par le classement du championnat. Alors, bon, on va dire le problème maintenant, vous le connaissez. Qui va arrêter Kevin Harvick, toujours leader du championnat, évidemment avec maintenant 347 points d'avance. LFB, c'est énorme. Devant Clint Bowyer, deuxième, Denny Hamlin troisième, devant Carl Edwards et Kyle Busch. Autrement dit, aux 5 premières places du championnat, eh bien, nous avons 5 des 7 à disputer l'intégralité de cette saison Busch et l'intégralité de la Cup, à savoir le Double Duty. Voilà le départ qui va avoir lieu dans un instant. Juste le temps pour moi de vous dire que c'est Matt Kenseth qui a signé le meilleur temps et qui donc va lancer la meute devant Jamie McMurray. Et derrière, eh bien, au niveau des ténors, Mark Martin 4e, Kevin Harvick 5e, Kurt Busch 7e, Carl Edwards 9e, Tony Stewart 10e, Kasey Kahne 11e, Jeff Burton est là également, Kyle Busch, on en reparlera, qui a fait de cette piste de Charlotte une de ses spécialités. Robbie Gordon également, un retour dans la discipline de Robbie Gordon. Et puis Boris Said, je voulais vous en parler. Boris Said, un pilote qu'on aime beaucoup, très polyvalent, qui est là aussi ce soir. Oui, et puis puisqu'on parle des records de cette piste, eh bien comment ne pas préciser que Mark Martin, avec sa voiture numéro 6 juste derrière ici en caméra embarquée, eh bien, est présent également. Mark Martin, c'est le recordman de quasiment tous les records de ce circuit de Charlotte, ou presque. On vous... Wow, oui, mais quoi, excusez-moi Manu, vous avez vu Mark Martin qui a soudain perdu sa trajectoire. Petite erreur d'entrée de jeu pour Martin, qui se fait passer par Hamlin, Mears et Tony Stewart. Ouais, Tony Stewart numéro 33, hein, bien sûr le numéro de Kevin Harvick Incorporated, cette structure qui avait d'ailleurs débuté ici même en 2004. Tony Stewart, alors que Jamie McMurray a tapé le leader au mur. Alors ça c'est étonnant de voir ça, hein. C'est même quasiment inédit, le leader qui se crache. Et à peine le premier tour bouclé, hein. On a bouclé 2-3 tours à peine sur les 200 au programme ce soir sur cet ovale ici à Charlotte. 1,5 miles, 24 degrés de banking en virage, 5 degrés en ligne droite, et donc une piste intégralement resurfacée. On vous en parlera, ça risque peut-être de créer un petit peu des surprises au niveau des pneumatiques. On sait que Goodyear est venu avec des pneus particulièrement durs pour cette piste. On se souvient de l'année dernière, Manu, hein, on avait vraiment eu un jeu de massacre à Charlotte pour la course d'automne où tout le monde avait vu ses pneus ne pas tenir le coup et aller dans le mur. Alors est-ce que c'est encore la même chose aujourd'hui? Eh oui, non, McMurray qui va tout droit. Hein. C'est une voiture qui sous-vire un tout petit peu, légèrement tight comme on dit. Et bien vous le voyez, immédiatement cette voiture va au contact contre le mur et c'est terminé pour McMurray. Oui, un choc quand même assez violent, hein, direct dans le mur. Là on est à plus de 250 km/h, hein, et on a vraiment le sentiment qu'il tire tout droit, même si l'angle aurait pu être encore plus frontal. Et là derrière, évidemment tout le monde du coup se regroupe et a réussi à éviter Jamie McMurray. Mais quelle frayeur pour tout le monde. Alors, puisqu'on vous disait, ils sont nombreux à avoir fait le Double Duty, alors qu'on revoit Mark Martin qui cède 4 positions. Mark Martin sur la ligne de départ, il partait en 4e place et il se fait immédiatement dépasser par Mears, Hamlin et donc Tony Stewart. On revoit ici en caméra embarquée
Ouais, et derrière, bon, évidemment, on est immédiatement prévenu, un drapeau jaune est sorti. Et du coup, eh bien, tous les pilotes lèvent tout de suite le pied et ça évite éventuellement un gros choc. Incroyable, quand même, pour Jamie McMurray. À pleine vitesse et son chef d'équipe évidemment qu'est-ce qui se passe? Eh oui, là la tête baissée, le drame aussi pour cette équipe de Jimmy McMurray qui partait de la pole, qui partait de la première ligne, qui était en tête de la course et qui donc voit tous ses efforts réduits à néant dès le deuxième tour. Voici Jimmy McMurray qu'on aperçoit de dos. Mais c'est déjà un pilote star en moins dans cette course. Allez, c'est reparti. Matt Kenseth qui mène donc 1 devant Kevin Harvick et puis derrière Ryan Newman présent également avec la voiture Penske numéro 39. Alors regardez, Dale Earnhardt Jr. est là. Non, c'est une blague, mais vous avez vu cette voiture rouge frappée du numéro 8, les mêmes couleurs que Dale Earnhardt Jr. en Nextel, même si le sponsor change sur le capot avant. C'est étonnant de voir Martin Truex Jr. On vous l'a dit, il est de retour, mais avec les couleurs vraiment propres à Dale Earnhardt Jr. Là, c'est assez étonnant cette décision du Dale Earnhardt Incorporated. Alors donc on vous a dit qu'ils étaient 28 à effectuer le WT, on va être exhaustif. Johnny Sauter, Clint Bowyer, Kyle Busch, Mark Martin, Martin Truex Jr., Kasey Kahne, Paul Menard, Greg Biffle, Matt Kenseth, Gigi Elliott, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Kenny Wallace. Déjà là, rien que du beau monde. Il faut rajouter Jeff Burton, Tony Stewart, Curtis Davis, bon c'est pas forcément le plus rapide, Reed Sorenson, Casey Mears, Robbie Gordon, on l'a dit donc, Carl Edwards, Jamie McMurray, même s'il n'est plus là maintenant, Scott Wimmer, Stanton Barrett, Elliott Sadler, Michael Waltrip, Dave Blaney, Kurt Busch et Jimmy Johnson. On peut difficilement rêver plus belle affiche, quasiment le top 10 de la Nextel est présent ce soir. Non, plus que jamais la NASCAR Busch qui est la version sprint de la Nextel, ou en tout cas une division 1 bis. On a vu que Kurt Busch avait l'air très très rapide puisqu'il avait doublé Kevin Harvick et nul doute que cette voiture jaune de Roger Penske, à chaque fois qu'elle est là, ce n'est pas pour rien. Regardez, il suffisait de le dire. Kurt Busch s'empare du commandement, changement de leader, alors que derrière, Tony Stewart qui s'est craché lui aussi. Mais décidément, les favoris à la faute, c'est un peu étonnant. Alors est-ce que c'est du fait de ce nouveau revêtement? Oui, resurfaçage. Il y a eu ce resurfaçage intégral de la piste et c'est vrai que ça a surpris un petit peu tout le monde. On est un peu paumé dans les repères, il faut bien l'avouer. D'ailleurs, excusez-moi, mais regardez les spectateurs là qui sont au premier rang et qui ont l'air ravis de voir Tony Stewart qui s'est craché. Là, il y en a un qui n'a pas l'air net avec bien sûr la canette de bière à la main. Ça explique peut-être pourquoi il n'a pas l'air net. Oui, il est content. Bon, c'est un peu même complètement idiot et stupide. Attention, avec un ressort de suspension vraisemblablement qui traîne par terre sur la voiture numéro 32 de Dave Blaney. Alors est-ce une conséquence? Mais en tout cas, Tony Stewart, oui, qui bouge, mais il n'est pas sorti tout de suite de sa voiture. Bon, il est quand même de constitution solide, Tony Stewart. Je vous rappelle, on vous rappelle qu'à Talladega, il s'est offert un tonneau et qu'il est sorti avec le grand sourire ou quasiment. Ouais, mais quelle désillusion quand même. Tony Stewart qui n'est plus là au bout de 10 tours. McMurray, lui aussi dans le mur. Là, il y a quand même. Et puis Mark Martin qui a des problèmes. Mark Martin a des problèmes. Regardez, ça a tapé à l'avant gauche. C'est un peu enfoncé. Et on l'a vu effectivement connaître un souci, lui, d'emblée. Bon, il n'a pas été jusque dans le mur, mais c'est vrai, c'est pas de bon augure. Alors, c'est son retour à Mark Martin sur l'ovale de Charlotte en NASCAR Busch. Il n'a pas couru ici depuis mai 99. Alors qu'on va sans doute revoir ce qui s'est passé exactement pour. Tony Stewart, il part à la faute tout seul. C'est comme Jamie McMurray, la voiture qui survire et qui va directement dans le mur, qui le repeint d'ailleurs. Regardez, là, la traînée noire, là aussi, c'est The Lady in Black. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça n'est pas encore la dame en noir, mais ça n'est pas loin. Ah oui, non, un choc violent, regardez, avec des flammes qui ont jailli. Et du reste, je pense qu'il va y avoir un petit peu de temps sous drapeau jaune parce qu'on l'a vu beaucoup de liquide s'échapper de la voiture de Tony Stewart plantée contre le mur. Et je pense qu'il va falloir, bien évidemment, pour les commissaires, sécher, estomper un petit peu tous ces liquides. Je regarde notre spectateur fou furieux, là, complètement idiot. Très gros choc. Voilà, et apparemment, Tony Stewart, nous dit-on, n'est pas si en forme que ça. Regardez toutes les pièces détachées là qui. Et c'est le ressort qui a été collecté là par Dave Blaney, c'est sûr. Et on nous dit que Tony Stewart est quand même sonné. C'est un gros choc de toute façon. Ici, le record en qualification est détenu par Jimmy Johnson, le voilà qui sort, Tony Stewart. Mais c'est vrai qu'il fait un peu grise mine. On a besoin de l'aider. Enfin, il est solide quand même. Oui, bien sûr, beau bébé, mais frayeur dont il se serait passé. Et là, c'est vraiment pas de chance pour Blaney,
qui a donc collecté ce débris sur la piste qui n'est pas le sien. Alors, les stands ne sont vraisemblablement pas ouverts, ce qui explique que Blaney ne puisse pas s'arrêter. Allez, le classement après 11 tours. Kurt Busch devant, Kenseth, Harvick, Hamlin. Allez, c'est reparti, on perd pas de temps. La neutralisation qui a été assez longue, mais on lâche les fous furieux de nouveau. 22e tour, vous voyez. Ouais, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est évident que cette voiture 39, Penske, n'est pas aux mains de Ryan Newman, mais aux mains de Kurt Busch. Mais cela étant, il y a Ryan Newman qui manque à l'appel, mais c'est pratiquement le seul. Voilà, dans les pilotes qu'on voit parfois. C'est vrai que d'habitude, il est plutôt au volant de cette voiture numéro 39. Donc, petite confusion de ma part. Marc Martin au stand. Décidément, mais là, il y a 3 méga stars pour qui ça ne va évidemment pas du tout. Stewart et McMurray, c'est évident, mais Marc Martin, là, qui va perdre un tour. Et dès le début, on a senti Marc Martin, ça n'allait pas fort. Ouais, c'est quand même 3 grands noms. Alors je vous le disais tout à l'heure, on va en profiter peut-être avant que Marc Martin connaisse encore plus de difficultés. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est son premier départ en NASCAR Busch ici depuis mai 99. En tout, il a 26 départs, Marc Martin, sur cette piste. 6 victoires, 13 top 5, 13 top 10, 18 courses menées. Tout ça, c'est des records, évidemment. L'homme qui s'est imposé le plus grand nombre de fois en NASCAR Busch a comme ça quelques circuits qui lui réussissent particulièrement. Eh bien, Charlotte en fait partie. Oui, et au niveau des circuits qui réussissent bien certains pilotes, eh bien Jimmie Johnson est depuis quelques années le roi de Charlotte. En Nextel, je crois qu'il en est à 4 ou 5 victoires consécutives. Et Kyle Busch également 2 victoires sur ce circuit. Les 2 pilotes étant bien évidemment sponsorisés par le nom du circuit, la même marque de magasin. Alors c'est vrai que dans le passé, on a pu un peu parfois s'étonner de cette situation qui consistait à voir sur le Love's Motor Speedway voir triompher des voitures sponsorisées par Love's, une chaîne de grands magasins. Est-ce que vous sous-entendez que les grands favoris ce soir seraient Kyle Busch et Jimmie Johnson? Eh bien, j'aurais pu dire ça si je n'avais constaté qu'aux essais, ils étaient quand même pas tout à fait aux avant-postes, puisque Kyle Busch 16e seulement sur la grille, Jimmie Johnson 28e. J'ose dire qu'en Nextel, je ferais bien confiance à Jimmie Johnson ici. Mais en Busch, Jimmie Johnson, il paraît que les réglages de sa voiture Busch ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Nextel. Il n'a pas les mêmes sensations. Et comme ce n'est pas un pilote régulier de la NASCAR Busch, le voici d'ailleurs, Jimmie Johnson. C'est toujours moins flamboyant, on va dire, quand il est là en Busch, Jimmie Johnson, qu'en Nextel. Ouais, du reste, c'est son premier départ Busch de la saison, Jimmie Johnson. Il a quand même gagné position pour pas l'instant, mal de places. 15 places. Alors donc, on va voir. On en parlait de ces peut-être petits problèmes de réglage. Alors avec cette bagarre en cours entre Carl Edwards et Denny Hamlin. Ah, c'est important pour la 2e place au championnat, ça peut être aller savoir. Ah oui, avec Clint Bowyer qui est un petit peu loin dans le peloton. Clint Bowyer pour l'instant pointé 2e du championnat, mais donc à 347 points, on vous l'a dit, de Kevin Harvick. Kevin Harvick, une nouvelle fois ici, puisque regardez, voilà, il est 3e. Comme toujours, dans le top 5 ou dans le top 10. Maintenant, reste à savoir si enfin il va connaître une désillusion. Pourquoi pas, histoire de relancer un peu le championnat. En tout cas, pendant ce temps-là, Kurt Busch, lui, est en train de mettre une valise à tout le monde. Sur ce circuit ultra rapide, dont il paraît que les infrastructures sont un modèle du genre. On survole vraiment toute la piste dans les tribunes. Tout est vraiment fait pour les spectateurs. C'est un des lieux historiques de la NASCAR, vous le rappeliez, Manu. C'est en Caroline du Nord, donc c'est vrai, le berceau, finalement, là où se sont installées la plupart des équipes de la NASCAR. Gros plan sur Denny Hamlin, qui donc, lui, est parti pour une bataille que l'on qualifiera déjà de bataille pour la 2e place, car c'est vrai que le titre a quand même bien l'air déjà d'être dans la poche de Kevin Harvick, mais sait-on jamais. En tout cas, derrière, les prétendants sont nommés. Kevin Harvick, lui, ne cesse de déclarer qu'attention, c'est pas fait, c'est pas joué. On perd beaucoup plus de points, beaucoup plus facilement qu'on en gagne en NASCAR, ce qui n'est pas faux. Mais bon, reste quand même qu'a priori, c'est quand même bien embarqué. On le sait plutôt de nature, en plus, plutôt modeste et un peu à cacher son jeu, Kevin Harvick. Ça ne s'arrange pas, ce début de course pour Robbie Gordon, sous la menace maintenant de Reed Sorenson de retour. Robbie Gordon en Busch, lui qui a fait le pari l'an passé de monter sa propre écurie Nextel. Bon, c'est un petit peu difficile. Mais bon, c'est comme tout, il faut aussi pas mal d'expérience pour monter une écurie. Somme toute, Kevin Harvick, lui, a préféré commencer par la Busch. Et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant aussi de voir Robbie Gordon passer directement de pilote à propriétaire directement en Nextel. C'est peut-être un choix un peu risqué. En tout cas, ça nous fait bien plaisir de le revoir
en action, Robbie Gordon en NASCAR Busch, à l'occasion de ce week-end où traditionnellement, eh bien, il faisait les 500 miles d'Indianapolis. Mais c'est plus possible, hein, a priori, ce doublé d'enfer dans la journée du dimanche, parce que les 500 miles d'Indianapolis plus les 600 miles de Charlotte le lendemain pour la Nextel, et bien maintenant, il n'y a plus assez de temps entre les deux. On a retardé le départ d'Indianapolis d'une heure. Et déjà que c'était limite, alors si en plus on retarde le départ d'Indianapolis d'une heure, évidemment, pour les Tony Stewart et les Robbie Gordon qui étaient habitués à faire ces 1100 miles dans la journée, ça n'est plus possible. Donc voilà pourquoi ces deux pilotes, on les retrouvera le lendemain en Nextel, mais pas à Indianapolis. À noter quand même la présence sur ces 500 miles d'Indianapolis d'un pilote NASCAR, un NASCAR Busch même, Anthony Foyt, évidemment. Non, Larry Foyt, Manu. Non, Anthony Foyt. Vous êtes sûr? Je suis quasiment certain. Ou alors il a peut-être essayé de se qualifier, mais je crois que c'est Larry Foyt qui s'est qualifié. À vérifier sur le forum de Motors TV, motorstv.com, donnez-nous votre avis. On ne doute pas que vous ayez la réponse. Est-ce que c'est Anthony Foyt qui s'est effectivement présenté, ou est-ce que, comme je le crois, c'est plutôt Larry Foyt, ou alors les deux, et puis il y en a qu'un qui a passé le cut de la qualif? Parce que moi j'étais quasiment certain d'avoir vu Anthony Foyt, en tout cas dans l'entrée de départ. Je suis d'accord avec vous, Anthony Foyt, ce serait pas illogique vu qu'il était en IRL encore l'année dernière. Maintenant, je suis sûr moi d'avoir vu Larry Foyt quelque part aussi. Alors peut-être qu'on a tous les deux raison. Mais on a peut-être loupé le dernier chapitre de cette histoire. Les qualifs, effectivement, qui ont été reculés d'une semaine à Indianapolis pour cause de pluie. Mais pour la course le lendemain, par rapport à notre course là, de Busch, on annonçait des températures caniculaires. Attention à Carl Edwards qui est en train de revenir au contact de Kevin Harvick à la 3e place de cette course pour l'instant. Une course qui part sur un rythme... j'allais dire presque tranquille. On a vu les écarts se creuser et puis maintenant, eh bien, on commence à attendre un petit peu, à se ménager peut-être un petit peu aussi les pneus sur cette nouvelle surface, sur ce nouveau revêtement pour ce circuit, parce que donc on a un petit peu l'inquiétude concernant la tenue des pneus. Goodyear a amené des gommes très dures, mais on ne sait pas si ça suffira. Oui, mais je veux dire, ça a de quoi refroidir quand on voit Matt Murray, le leader, aller dans le mur direct. Tony Stewart juste après, alors que superbe image, là, le coucher de soleil. Les deux pilotes qui ont été emmenés au centre médical du circuit. On l'a appris, notamment pour Tony Stewart, c'était l'évidence même, mais ils y sont toujours et il va falloir voir s'ils ne sont pas un petit peu groggy et si ça peut avoir des conséquences pour leur course le lendemain en Nextel. Allez, on se retrouve toujours devant avec quand même là. Est-ce que c'est Kurt Busch qui se fait rattraper, j'ai l'impression, par Kenseth, si je ne m'abuse? Oui, absolument. Et derrière, Carl Edwards qui est en train de revenir également au contact de Kevin Harvick. Du reste, j'ai l'impression que Matt Kenseth est en train de ramener aussi indirectement, puisqu'il est quand même relativement loin, Kevin Harvick, de Matt Kenseth. Mais on voit tout le monde en train de revenir sur Kurt Busch, le leader. Alors peut-être que, eh bien, on a un tout petit peu trop tapé dans les pneus du côté du pilote Penske en début de course, et que maintenant on gère un petit peu, puisqu'on est globalement à 20 tours du premier ravitaillement, en tout cas de la première fenêtre pour ravitaillement sous drapeau vert, s'il n'y a pas de drapeau jaune d'ici là. Allez, changement de leader, Matt Kenseth prend le pouvoir. Pas évident de reconnaître toutes ces voitures de l'équipe de Jack Roush. Il y a le même sponsor sur le capot avant. Et là, effectivement, difficile de savoir si c'est Kenseth ou Carl Edwards au premier coup d'œil. Heureusement qu'on les voit de façon latérale parfois et qu'on voit bien le numéro 17 et non pas le 60. Et d'ailleurs, puisque vous le soulignez, LFB, c'est la première fois dans l'histoire de la NASCAR que 4 voitures portent le même sponsor pour une épreuve. Ce sponsor, c'est AmeriQuest. On l'a dit. Et bien donc, nous avons comme pilote à porter ce sponsor Mark Martin, Greg Biffle, Carl Edwards et Matt Kenseth, à savoir bien évidemment les 4 coéquipiers du Roush Racing. Oui, je crois que c'est une compagnie d'assurance, AmeriQuest. Il y a de l'argent et on a vu aussi que par la caméra embarquée de Kurt Busch, on parlait tout à l'heure du sponsoring de Loves, la marque, eh bien un des sponsors affiliés à la voiture de Kurt Busch, c'est le sponsor titre de l'épreuve, CarQuest 300. Est-ce là aussi un signe pour dire que forcément cette voiture va être bien. Il va falloir surveiller Kurt Busch aussi alors, d'accord. Oui, voilà. Ah oui, des fois il y a des considérations extra-sportives qu'il ne faut pas oublier. Ah oui, mais c'est la NASCAR, c'est le sport américain dans toute sa démesure, et c'est ce qu'on aime également. Et j'ajouterais que c'est donc le Memorial Weekend, c'est une fête aux États-Unis destinée à célébrer bien évidemment la mémoire des soldats qui ont combattu pour les États-Unis. Évidemment la voiture de Kevin Harvick, Coast Guard. Voilà, il y a aussi d'autres voitures qui portent les couleurs de corps d'armée américains. Bon, à commencer par la voiture de Mark McFarland, bien sûr, qui court sous les couleurs de la Navy.
Voilà pourquoi on a vu quelques vétérans tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez aperçu lors de la prise d'antenne, il y avait quelques images. Parce que c'est effectivement le jour de la mémoire des armées en quelque sorte aux États-Unis. Et c'est toujours lors de ce week-end qu'a lieu effectivement les 500 miles d'Indianapolis. Todd Swever et Regan Smith à la bagarre pour la 12e place. Et attention, derrière, il me semble que c'est Clint Bowyer. Peut-être je dis une bêtise. J'ai juste entreaperçu la couleur de la voiture. Oui, non. Je dis une bêtise, c'est Johnny Sauter qui est en train de revenir au contact. Alors là, c'est la bataille avec des pilotes réguliers, va-t-on dire, en bouche. Je me demande si c'est pas les premiers d'ailleurs dans le classement. Parce que si on regarde le classement qui défile, je crois que ce sont forcément des pilotes qui font le double duty. Casimir, c'est le cas. Yeli, c'est le cas. Biffle, c'est le cas. Burton, évidemment. Johnson, oui, non, je crois que c'est ça. Boyer, il fait le double duty. Il faut aller chercher la 12e place de Todd Swever pour trouver un régulier de la bouche. Avec Regan Smith et Johnny Sauter derrière. Ah oui, c'est sûr, c'est difficile pour eux. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Rich Sorenson qui a léché le mur. Qui était parti du fond de la grille, Rich Sorenson. Changement de moteur. Ouais, l'année de Rich Sorenson ne s'arrange décidément pas. Ça ne tourne pas en sa faveur. Pour l'instant, il n'a qu'un seul top 5 depuis le début de la saison. C'était à Phoenix où il a terminé 2e. 3 top 10 en tout. Donc Phoenix, Daytona en début d'année 9e. Et puis derrière à Vegas où il avait pris la 10e place. Mais début de saison extrêmement difficile pour Rich Sorenson. Du reste pour le Chip Ganassi aussi. Puisque même Kazimierz, quand il vient en NASCAR Busch, a un petit peu de mal quand même à se montrer aux avant-postes. On a toujours un petit coup au cœur lorsqu'on voit cette décoration pour Martin Truex Jr. C'est vraiment les mêmes couleurs que Dale Earnhardt Jr. Là, c'est étonnant d'avoir été jusqu'à ce point-là dans l'identification. Là, l'affiliation entre guillemets est claire et nette. Oui, tout à fait. Entre le DEI et Martin Truex Jr. Et on vous rappelle que Morgan Shepherd, qui a le numéro 0 dans cette course, je ne sais pas si on le verra, a toujours comme sponsor le Racing with Jesus. Eh oui, c'est important d'avoir Jésus à ses côtés pour une course NASCAR. Allez, on marque une petite pause et on revient très vite ici à Charlotte pour la suite de cette 13e manche de la saison. Restez avec nous. De retour sur le Loves Motor Speedway à Charlotte en Caroline du Nord pour la 13e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Et toujours Matt Kenseth aux commandes. Mais où est donc passé Kurt Busch? Eh bien, il est toujours 2e. Mais oui, 1 seconde et demie maintenant de retard. 2 secondes 1 pour Edwards, Harvick 2 secondes 6, Denny Hamlin, Casey Mears, Gigi Yeli, Jeff Burton. On va attendre le classement du top 10, Jimmy Johnson et Clint Bowyer. Donc voilà le top 10, mais déjà 15 secondes d'écart entre le premier et le 10e. C'est relativement beaucoup. Et autant on avait eu 2 drapeaux jaunes dans les 10 premiers tours, autant là depuis plus de 40 tours, eh bien pas de neutralisation. Tout le monde a trouvé sa vitesse de croisière. Et attention. Et Carl Edwards vient de s'emparer de la 2e place. Ouais, il vient de récupérer la 2e place. Juste devant Kurt Busch. En tout cas, il est une nouvelle fois aux affaires. Kurt Busch, c'est son 3e départ NASCAR Busch de la saison. Je vous rappelle que pour le premier, il s'était imposé, c'était au Texas. Pour le 2e, 4e à Phoenix. Et bien pour sa 3e participation, il est à nouveau bien placé. Et pourquoi pas, alors ça serait quand même formidable d'aller signer 2 victoires en 3 courses. Ça serait quand même très fort pour Kurt Busch qui, je vous le rappelle, débute en NASCAR Busch puisqu'il était passé directement de la Craftsman à la Nextel. Alors, situation paradoxale, Manu, pour l'équipe de Jack Roush. 2 hommes en tête, Kenseth Edwards, vous me direz superbe, sauf que 2 pilotes et non des moindres à problème. Biffle est déjà à un tour signalé à la 37e place. Et oui, là il s'est passé quelque chose pour Biffle qui s'est peut-être arrêté, en tout cas il est loin. Et Mark Martin, là aussi pas beaucoup de nouvelles, mais on l'a vu tout à l'heure, il avait déjà perdu un tour. Et Kenseth est dans le trafic, donc c'est étonnant. Là il y a vraiment ceux qui dominent et ceux qui connaissent des soucis ce soir chez Jack Roush. Il faut qu'il fasse attention, Dan O'Quinn Jr. Si c'est bel et bien lui, oui. Il a le leader derrière lui, maintenant le leader à ses côtés, et maintenant le leader devant lui. Voilà, Matt Kenseth qui s'est défait du retardataire Dan O'Quinn Jr. en bagarre avec Robbie Gordon. Alors le classement qui défile, on va y faire référence nous aussi pour confirmer que Robbie Gordon a bien on verra pas plus dommage. Robbie Gordon est loin également dans le classement. Voilà. Et on vous le disait, donc Biffle et Martin encore plus loin, alors que le top 5 n'a pas spécialement évolué. On a dépassé le premier quart de course.
va se Alors, oui, diriger. c'est ce que j'allais dire. On va peut-être voir les premiers ravitaillements arriver, à commencer par celui de Robbie Gordon, apparemment, qui a ouvert le bal, et Michael Waltrip également, vraisemblablement, est rentré lui aussi pour ravitailler. Alors maintenant, il va falloir, voilà. Maintenant, il va falloir suivre au niveau des leaders, de la tête de course en tout cas. Attention à Kurt Busch qui, après avoir cédé aux assauts, peut-être même de Paul Ménard devant. Je suis un peu... Non, il est peut-être à un tour, Paul Ménard. Mais en tout cas, qui a cédé aux assauts de Carl Edwards, ça c'est sûr. Et maintenant, vient de céder aux assauts de Denis Hamlin. 28e, Paul Ménard. Biffle, donc 30e, c'est bien ça. 31e, Keziken, rendez-vous compte, c'est très moyen également. Et je ne sais pas si Marc Martin est encore plus loin dans le classement. Oh! Oui, Kenseth qui s'arrête en fait, oui, mais ça surprend. Ah oui. Ouais, Robbie Gordon 38e du fait de son arrêt et Marc Martin 40e. Et quand vous constatez que Stewart est bien 42e et McMurray évidemment 43e, oui, il y a quand même des ténors qui ont eu de grosses difficultés et qui en ont toujours. Alors le leader Matt Kenseth qui s'arrête. Carré au stand sous régime de drapeau vert. C'est toujours un petit peu plus de pression sur les épaules des mécaniciens. Ah bah là de toute façon en plus il faut un peu croiser les doigts parce qu'on fait un pari quand on s'arrête sous drapeau vert, c'est au moins celui de ne pas subir un drapeau jaune dans les 2-3 tours qui suivent, parce que sinon ça veut dire que votre arrêt est catastrophique puisque vous repartez derrière tout le monde. Oui, vous perdez un tour d'emblée, mais comme tout le monde doit s'arrêter, vous le récupérez votre tour, sauf si évidemment la course est neutralisée et que vous êtes fatalement un tour derrière alors que la course est bloquée en quelque sorte. Ouais, là on est vraiment dans une séquence d'arrêt au stand. C'est reparti pour Jeff Burton. Et pendant ce temps-là, c'est Carl Edwards dans la petite fenêtre qui est dans le trafic. Jimmy Johnson, on le suit également de près et pour cause. C'est quand même celui qui est en tête du classement Nextel. C'est lui qui va peut-être aller enfin chercher son premier titre cette année. Lui qui termine toujours dans les 5 premiers. Je cherchais dans le classement Boris Said, en fait il est 36e. Boris Said quasi débutant, il faut le rappeler, c'est seulement son 7e départ en NASCAR Busch, mais surtout seulement le 2e sur ovale. Alors évidemment, il faut être un petit peu, comment dire, excuser un petit peu des débuts un peu difficiles pour Boris Said. Oui, qui est un spécialisé circuit routier. Voilà, il faut comparer un petit peu avec Paul Tracy, qui lui non plus n'a pas réussi aussi bien qu'il le pensait en arrivant sur ovale. C'est dire combien ce type de circuit demande quand même un pilotage extrêmement particulier. C'est bon pour Hamlin, ça va être bon pour Truex Junior. Truex, bien vous le savez, qui fait son 2e départ en Busch cette année. Pour une deuxième victoire peut-être. Et à Talladega, personne n'a évidemment oublié sa magnifique victoire sur un des circuits les plus fabuleux de la saison. Carl Edwards, à son tour dans la voie des stands. Je me demande s'il n'a pas fait un petit coup de bluff, Carl Edwards, parce qu'il est vraiment rentré in extremis. On va voir s'il a réussi à emmener du monde avec lui. Est-ce que tout ça ne nous donnerait pas par hasard, alors que Kurt Busch s'arrête également, Kevin Harvick en tête de la course. Qui va faire l'intérim, Kevin Harvick va faire l'intérim, tout le monde va se succéder en première place. Je vais vous dire, c'est quasiment comme ça qu'on gagne un championnat. Il est intelligent, il va prendre les 5 points de bonus. C'est pas grand chose, on ne sait pas ce que ça va donner la suite de course. Déjà, il est en mesure d'aller prendre 5 points. Il va prendre ses 5 points de bonus et le tour d'après, il marque son tour. C'est cela même. Il s'arrête à son tour. Alors que Kurt Busch observe son arrêt et repart. Alors pour revenir sur une de vos considérations esthétiques LFB de la dernière fois, plus ça va, plus je suis d'accord avec vous. Les roues de la couleur de la carrosserie, c'est un plus énorme. Voilà. En tout cas en V8 Supercar, ce sont moi les Australiens qui m'ont semble-t-il fait ça de manière systématique les premiers. Et en V8 Supercar, ça fait toujours son petit effet. Et c'est vrai que sur la voiture de Kurt Busch, la voiture Penske numéro 39, c'est ainsi. Et c'est vrai que ça apporte un petit plus, incontestablement. Bon. Casey Mears, le neveu de Rick Mears, quadruple vainqueur d'Indianapolis. Et oui, on parle beaucoup d'Indianapolis puisque cette course donc a lieu le même week-end que ce rendez-vous de Charlotte. Et c'est Gigi Elip qui devrait donc pointer en tête pour au moins un tour. Un petit peu à la peine, Gigi Elip sur les derniers rendez-vous, même s'il reste sur une 9e place à Darlington. Avant ça, 31e à Richmond, 34e à Talladega. C'était un peu dur pour lui. Il y a un petit coup de mou là depuis quelques courses. Qui a connu un début de saison pourtant tonitruant. Et il va s'arrêter Gigi Ellie. Et c'est Johnny Sauter, du coup, a priori, qui va récupérer la tête de course. On va essayer de suivre ça. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé au passage du classement. C'est un peu long là pour Jimmy Johnson. Oui, c'est même bigrement long parce que 19 secondes, 20 secondes quasiment. Autant dire que c'est un très mauvais arrêt en NASCAR à 20 secondes. Ouais, il y avait un problème au niveau du pneu arrière gauche. Semble-t-il. Allez, top pour Gigi Ellie.
Et du coup, la voiture du sponsor aux avant-postes en tête de la course. Et 15-8 par contre, c'est un bon arrêt pour Yeli et son équipe est contente. Kyle Busch, et oui, personne n'a oublié Le ses tenant, débuts. Oui. Le tenant ici, c'est lui qui s'était imposé l'an passé lors de la course de printemps, la 13e de la saison. Il s'était imposé devant Starling Marlin, Ryan Newman, Greg Biffle et Reed Sorensen. Et puis lors de la course fall, c'est-à-dire la course d'automne, c'est Newman qui l'avait emporté devant Sadler et Ménard. Kyle Busch donc, qui avait fait ses débuts en NASCAR Busch en 2003 en direct sur Motors TV. Nicolas Souchon était dans la cabine à votre place, Manu, mais on nous avait vraiment annoncé l'arrivée d'un petit prodige, c'était Kyle Busch, et il ne nous avait pas déçus. Il était super bien qualifié, je me souviens plus, mais très très haut. Et puis donc il avait mené la course et il avait terminé deuxième, et on avait bien cru à un moment donné qu'il allait pouvoir gagner à 18 ans, rendez-vous compte. C'est clair que Kyle Busch était vraiment un petit génie de la NASCAR. Depuis, ce n'est pas qu'il est un peu déçu, il a quand même été vice-champion en Busch. Oui, mais voilà, il n'a été que vice-champion. Oui, il n'a pas réussi quand même effectivement à aller chercher ce titre qu'on lui promettait. Et il est passé en Nextel quand même depuis, où il a déjà quand même signé des victoires. Donc oui, non. c'est quand même un futur champion en puissance, c'est l'évidence même. Mais c'est vrai que eu égard au statut et à la révolution un petit peu qu'il avait, en tout cas à la sensation qu'il avait créée quand il est arrivé en NASCAR, c'est vrai que depuis on s'attendait peut-être un petit peu à mieux, notamment en ce qui concerne la régularité sur un championnat dans son intégralité et non pas sur une course particulière, parce qu'il est quand même extrêmement rapide quelles que soient les pistes sur lesquelles il vient courir. John Andretti au stand, un seul top 10 depuis le début de la saison en 12 courses, donc c'était à Bristol, 9e. Là aussi on attend un petit peu mieux de la part de John Andretti, alors que début d'incendie sur un emplacement dans la voie des stands. Alors est-ce que le... Ah bah d'accord. Ouais, marche pas le... Oui. Bah heureusement que c'est pas la voiture qui est en feu, hein, parce que voilà, finalement c'est excellent. Et ça y est, ça marche quand c'est fini. Finalement c'est le gars de l'équipe qui vient, parce que voilà. les pompiers n'y arrivent pas. Oui, puis ça n'a pas l'air de le bouleverser outre mesure. Alors, qui est arrêté? Kelly Wallace pendant ce temps-là en tête de la course, et Tim Sauter qui s'arrête. Dans la voie des stands. Oui, là c'était amusant, la placidité de notre pompier. Ils sont pas toujours extrêmement réactifs, et je pense qu'il va y avoir c'est pas forcément les commissaires de Monaco. Ouais, hein, non, là, exactement. C'est assez impressionnant à ce niveau-là, comme quoi ils comprennent tout de suite les situations, ils interviennent tout de suite. Hein. C'est pas par hasard non plus qu'ils sont réputés comme étant les meilleurs commissaires du monde. On sait que l'ACM met énormément d'argent dans la formation de ses commissaires. Enfin, lorsqu'on voit une voiture rouge arrêtée à la rascasse sans qu'on comprenne pourquoi, ils ont beau intervenir vite, oui, enfin, après, il faut ça quand coupe même un peu l'élan des autres. Hein. Voilà, il faut quand même que les autres aient la place de passer. Hein. Allez, vous savez, on ne parlera pas un coup de volant malheureux arrive de temps en temps. C'est pas la première fois que ça lui arrive d'ailleurs. Il me semble qu'en 97, ça lui est arrivé aussi le coup de volant malheureux. Oui. Il y avait un pilote à l'intérieur, c'est ça aussi le problème. Voilà, il y avait des pneus. Oui, voilà. Sacré Choumi. Alors, le numéro 1, c'est Mike Wallace donc. Et toujours pas, toujours pas de Jason Keller. Hein. Non. Et Mike Wallace en tête, effectivement, devant les fleurs, David Green. Il y en a qui font de la résistance. Biffle, tiens, qui doit avoir peut-être récupéré son tour de décalage, et ce serait Kenseth qui récupérait la première place derrière. Ouh là là, c'est juste hein, quand on s'arrête, vous voyez, il faut vraiment au dernier moment déboîter. Il y a 18 voitures, nous dit-on, dans le même tour que le leader. Donc du coup, c'est Jason Leffler qui va récupérer la tête de course pour aller à son tour boucler. Il est là. Un tour en tête et pourquoi pas prendre 5 points. Mais attention, parce que derrière, Regan Smith envisage lui aussi d'aller chercher pourquoi pas ces 5 points de bonus pour avoir mené un tour. Alors évidemment, on a oublié de vous le dire, voilà, ça va être fait pour Regan Smith qui va aller sur la ligne, coiffer, le prendre, s'emparer par oui, des points du dédoubler peut-être. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait pris la tête. Ah, je crois. Ouais. Dan O'Quinn dans les stands. Ah, on revoit. Alors, est-ce que notre ami pompier va arriver? On l'a aperçu seulement. Oui, furtivement. Voilà. C'était pas le prompt des pompiers présents. Alors, toujours pas de neutralisation depuis le 10e tour. Après tout, on va pas s'en plaindre. Ah tiens, regardez, pour Jay Sauter, eh bien, la tige filetée qui permet de faire les réglages hein, sur les suspensions, elle était restée.
Mais ça m'étonnerait que les commissaires le laissent effectuer beaucoup de tours comme ça. Il a dû effectuer un tour et puis il revient. On va enlever la tige. Alors on finit de régler. Oui, voilà. C'est ça. Oui, après tout, c'était déjà fixé. Là aussi, on profite de la situation. Allez, Matt Kenseth qui va essayer d'aller, pourquoi pas, récupérer la tête de course virtuelle en tout cas. Attendez, je voudrais bien savoir ce que fait Kevin Harvick dans cette situation. Parce que c'est pas logique que Kenseth doive doubler Kevin Harvick. Alors est-ce à dire sauf que... parce que Harvick a fait un excellent arrêt au stand. On va essayer de... Oui, ou un très mauvais. Oui, ou un très mauvais, c'est plutôt ça que je pense. Parce que là, j'ai le sentiment qu'Harvick vient de perdre un tour. Au lieu d'une bataille pour la première place, je me demande si on n'a pas assisté à la perte d'un tour par Kevin Harvick. Bon, alors il est 32e. Kevin Harvick. Regardez, il est 2 tours. Alors là, voilà les méfaits de la publicité américaine. On en est désolé, mais pendant les breaks, et du coup le programme nous a été évidemment monté de manière à éviter les breaks parce qu'on n'est pas en direct, et bien Kevin Harvick a connu des soucis mécaniques, mon cher Manu, et il est à 2 tours, et là évidemment ça remet tout en question peut-être pour le championnat. Enfin, on va pas s'exciter, mais quand même là c'est peut-être le coup dur que l'on n'attendait pas spécialement pour Kevin Harvick, mais qui peut-être devait bien arriver un jour. Donc Kenseth, Edwards, voilà. Biffle, regardez, qui était à 1 tour et qui est revenu 3e. Mais ça, comme il avait dû s'arrêter plus tôt que les autres du fait de l'arrêt au stand des pilotes sous régime de drapeau vert, il s'est remis dans le tour. Ça, c'est assez logique. En revanche, Harvick, manifestement, son arrêt au stand s'est prolongé, où il a dû se arrêter de nouveau juste après. En tout cas, il a perdu 2 tours. Et c'est sûr que ça remet un petit peu tout en cause. Mais attention, on le connaît aussi, Kevin Harvick, il est encore tout à fait capable de remonter et de récupérer ses 2 tours. Alors le problème pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont à 1 tour, donc il ne sera pas le Lucky Dog, c'est sûr. Par contre, en admettant qu'il ait pu lui aussi se décaler par rapport à des arrêts successifs, il est le premier à 2 tours, il pourrait très vite récupérer effectivement un tour s'il y avait de nouveau une série d'arrêts sous régime de drapeau vert, et lui donc pourrait rester en piste. Et là, on pourrait même dire que s'il y avait juste après une neutralisation, il aurait donc regagné son tour. Et s'il n'était pas loin d'être le Lucky Dog, il pourrait même revenir dans le même tour que le leader assez vite. Mais il faut quand même bénéficier d'un concours de circonstances. En tout cas, là, c'est vraiment un coup de théâtre que l'on n'attendait pas. Allez, on retrouve Kurt Busch, 5e de cette course pour l'instant. Derrière Casey Mears. C'est une caméra embarquée à l'intérieur de l'habitacle pour Kurt Busch, le grand frère de Kyle, donc ancien champion Nextel, et qui lui n'a jamais fait beaucoup de courses Busch. On vous le disait, ça n'est que son 3e départ cette année. Et son 3e départ tout court. Voilà, exactement, puisqu'il avait débuté par une victoire à Texas, au Texas. Alors, puisque je vous ai parlé du resurfaçage quasiment depuis le début, je vais finir ma petite histoire de resurfaçage quand même. Donc on a complètement refait le bitume de cet ovale de Charlotte. Et alors du coup, en fait, il est moins dur pour les pneus qu'il ne l'était avant, mais il est quand même plus dur que les autres circuits normaux de la NASCAR. Bilan de l'opération, c'est un petit peu pour cette première édition une prise de tête pour tous les mécanos, parce que du coup ils ne savent pas exactement quels réglages ils doivent mettre en place. Ça n'est plus les réglages de l'ancien Charlotte, mais c'est pas les réglages d'un ovale type d'1,5 miles classique de NASCAR Busch. Donc du coup on est un petit peu inquiet. Chez Goodyear on a amené des gommes très dures pour justement éviter la Bérésina de l'an passé et être sûr que ça ne se reproduise pas. Et alors d'ailleurs on a posé la question à Kevin Harvick, est-ce que vous ne pensez pas être peut-être un petit peu pénalisé par des gommes extrêmement dures? De toute façon je vais vous dire, moi je préfère avoir des gommes dures qui peuvent enchaîner pourquoi pas 5 ou 600 tours, même si j'en ai que 200 à faire, plutôt qu'avoir des gommes qui vont me lâcher à 2-3 tours de l'arrivée. Sans quoi il n'a pas forcément tort, notre ami Kevin Harvick, leader de ce championnat. Vous le savez de quelle manière, c'est le moins qu'on puisse dire, il assomme sur cette saison 2006, en tout cas pour l'instant, la concurrence. Et nous avons 3 voitures de Jack Roush en tête. C'est assez incroyable quand même. Kenseth, Edwards, Biffle, ils sont tous coéquipiers.
Et ils sont aux 3 premières places. Ouais, et le sponsor a bien fait d'amener 4 voitures spécialement sur cette course. Sur les 4, eh ben, il en a 3 en tête. Et regardez, Jimmie Johnson est à un tour lui aussi. Ah, une course assez Étrange, difficile. ouais. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de neutralisation depuis 90 tours. On est pile à la mi-course, mais du coup, devant Kenseth et Edwards, ils vont très très vite. Et les écarts se creusent et du coup on est déjà pour la plupart à un tour. Et puis avec ce phénomène de pneumatique extrêmement dur, les pilotes n'ont pas non plus à surveiller l'usure de leurs pneus, ils ont juste à se préoccuper, j'allais dire, de la consommation d'essence pour caler leur ravitaillement. Et ça peut éventuellement jouer un grand rôle aussi, tout simplement parce qu'un pilote peut avoir peut-être un tout petit peu sous-enrichi son mélange pour consommer un tout petit peu moins que les autres et faire la différence sur la durée. Et oui, les écarts donc se creusent ce soir et peu de pilotes maintenant dans le même tour. Et des surprises avec Jimmie Johnson à la régulière à un tour. Kevin Harvick, problème mécanique, mais il est reparti à 2 tours. C'est serré devant, il y a 3 dixièmes entre Kenseth et Edwards. Mais alors regardez derrière. Hamlin 6e à 15 secondes pratiquement. Rendez-vous compte. Ashton Lewis, le seul pilote ce soir à avoir terminé dans le top 10 les deux courses l'année dernière en Busch, ici au Loves. Donc vous voyez qu'Al Busch avait gagné celle de printemps, mais ça s'était mal passé pour lui à l'automne. Et donc le seul à avoir signé 2 top 10, c'est Ashton Lewis. Oui, il fallait le savoir. Allez, en caméra embarquée avec Greg Biffle qui est en train de revenir sur Jimmie Johnson, peut-être pour reprendre encore un tour. Ouais, ça va pas bien, fort. ouais. Non, exactement, se compenser de façon identique, Manu. C'est cela, hélas, confirmation. Jimmie Johnson en Busch, c'est toujours plus laborieux qu'en Nextel. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs de voir peut-être combien il brille par sa régularité. Voilà le décalage de Biffle exprimé. Donc là, de nouveau, il va perdre ce tour qu'il avait réussi à récupérer tout à l'heure du fait de son décalage. Et il arrive tout trou bloqué ou quasiment sur son emplacement, Greg Biffle. Alors évidemment, là, de manière assez évidente, Biffle ne doit pas espérer qu'il y ait un drapeau jaune très bientôt. Déjà, c'est le cas pour tout le monde en régime normal, va-t-on dire. Mais là, vraiment, parce que son décalage lui permet d'être dans le même tour. Donc lui doit espérer, bien sûr, que tout le monde, dans quelques tours, soit comme tout à l'heure obligé de s'arrêter sous régime drapeau vert. Et voilà pourquoi. Et là, ce qu'il faudrait espérer, c'est que 20 tours plus tard, une fois que tout le monde se soit arrêté, là, il y a un drapeau jaune, tout le monde s'arrête. Et du coup, il reste à sa position. Mais là, du fait de son décalage, il espère bien évidemment que ça se poursuive. C'est déjà un pari risqué pour Biffle. Il compte sur des circonstances de course. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu risqué, mais bon, il n'avait pas vraiment le choix non plus, on l'a vu en début de course. Alors par contre, Kevin Harvick, lui, doit espérer un arrêt au stand très vite pour récupérer un tour pendant que les leaders, on peut le penser, s'arrêteraient. Ah bah de toute façon, Kevin Harvick, lui, il faudrait qu'il y ait le plus d'interruptions possible, ça l'arrangerait. Hein. C'est ça. Donc vous comprenez peut-être là, les petites subtilités effectivement des tactiques à l'américaine, la gestion des drapeaux jaunes. Carl Edwards qui a mené 4 tours ce soir et qui a l'air quand même assez solide. Hein. Pas forcément toujours en tête, 4 tours sur 95, mais clairement aux avant-postes. Alors c'est vrai qu'il est solide depuis le début de la saison, hein, Carl Edwards, malgré un mauvais résultat, 39e à Daytona. Le problème en fait, c'est qu'il a souvent des très bons résultats et puis il y a 2-3 résultats dans l'année qui ne sont pas là du tout. Donc 39e à Daytona, on l'a dit, derrière 3e en Californie, 8e au Mexique, 5e à Vegas, ça c'est très bien, 24e à Atlanta, 5e à Bristol, 43e au Texas, c'est tout ou rien avec Carl Edwards, 5e à Nashville, 3e à Phoenix, 10e à Talladega et puis donc 6e et 8e lors des 2 dernières courses à Richmond et Darlington. Alors peut-être, pourquoi pas, la première victoire de Carl Edwards ce soir. C'est sûr que ça serait intéressant au niveau du championnat parce que ça resserrerait encore cette bagarre pour la 2e place. Mais bon, de toute façon, ça serait pas mal pour Carl Edwards, un peu en demi-teinte quand même cette saison par rapport à la révélation qu'il a été l'an passé, d'aller signer au moins une victoire ce soir. Ça serait quand même, encore une fois, un pilote du double duty qui s'impose depuis le début de l'année. Je vous rappelle que sur 12 courses, nous avons 12 vainqueurs qui font donc le double duty, à savoir l'intégralité enfin pas l'intégralité, qui courent le championnat Busch et le championnat Nextel. Gros plan sur Casey Mears, 3e de cette course. Et lui aussi, un peu comme Edwards, pas forcément devant de manière évidente, mais solidement dans les premiers. Il y a eu 12 leaders de neutralisation seulement. 12 leaders, alors évidemment, on l'a vu tout à l'heure, ils se sont tous succédés tour après tour au moment des arrêts au stand sous régime de drapeau vert. Et le pauvre Mark Martin là, qui
qui va concéder un tour supplémentaire. Et voici le chef mécanicien de Casey Mears. Or, ça vous dit peut-être quelque chose, mon cher Manu. Brad Parrott, qui était le chef mécanicien de Carl Edwards l'année dernière. Et bien voilà, les transferts ont lieu également à tous les niveaux en NASCAR. Et vous savez qu'un chef d'équipe est très recherché. C'est quelqu'un qui est très précieux, très vital dans l'organisation et la tactique d'une équipe. Ce sont des salaires très importants également. Et là, il y a eu Ganassi qui a gagné le marché par rapport à Parrott, c'est clair. C'est bien l'équipe de Ganassi qui a embauché Brad Parrott, qui a donc été débauché de chez Jack Roush. C'est clair que là, il y a eu un petit transfert aussi au niveau des chefs mécaniciens, un petit transfert à sensation. Alors, Martin Truex Jr. Oui, qui va concéder un tour. Qui va lui aussi devoir concéder un tour. Ah, ça fait mal, cette course finalement là, limpide depuis plus de 100 tours. Finalement, on n'a presque pas l'habitude en fait d'avoir des courses aussi peu animées au niveau des drapeaux jaunes et des interruptions. Et du coup, peut-être que les pilotes sont, et les écuries également, un petit peu perdus dans la stratégie à employer. C'est toujours un peu le revers de la médaille, c'est toujours un peu paradoxal. Quand il y a trop de neutralisation, attention, là il va y en avoir une. On râle un peu parce que c'est un peu ça hache la course, mais quand il n'y en a pas, les écarts se creusent et parfois ça rompt un peu l'intérêt de la course. Apprentissage difficile quand même pour Mike Wallace, c'est son 5e départ aujourd'hui. C'est pas une bonne nouvelle pour Biffle. Non, ça n'est pas du tout une bonne nouvelle pour Biffle. Par contre, c'est une très bonne nouvelle pour Kevin Harvick. On voit une pièce. Track bar là, qui est désolidarisée. Et ça, c'est peut-être bien aussi ce qui est arrivé tout à l'heure à McMurray et à Stewart. La track bar qui a lâché. Les pièces qui permet de régler en fait la hauteur de caisse arrière au niveau des suspensions. Oui, c'est une pièce vraiment propre à la NASCAR, ça n'est pas la barre anti-roulis, mais c'est une pièce spécifique à la réglementation NASCAR. Et là, la track bar cassée, évidemment. C'est l'abandon, c'est évident. On va voir l'arrière qui va effectivement tout de suite s'échapper. Et c'est la même histoire que pour McMurray et Stewart, c'est sûr. On revoit la figure de Mike Wallace qui avait été tout à l'heure un éphémère leader. On marque une petite pause et on revient très vite sur le Loves Motor Speedway pour la suite de cette 13e manche de la saison. Retour à Loves pour la 13e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Un petit résumé de la course avec les sorties dès les premiers tours pour Jamie McMurray et Tony Stewart. Et puis Kevin Harvick un petit peu à la peine, c'est pour la première fois pour la première fois. Il n'est pas dans le même tour que le leader. Pas de neutralisation entre le 11e et le 112e tour, ça on l'avait bien compris. Et seulement 11 voitures dans le même tour. Mais là, du fait de la petite sortie de Mike Wallace, il y a donc eu enfin une neutralisation. Et on se prépare pour le restart. Et c'est le moment de mettre les niveaux à fond parce que c'est la séquence Crank It Up. Allez-y, dégustez la NASCAR en version originale. C'est parti! de 300 km/h pour les 43 voitures engagées ce soir sur cet ovale 300. Oh, attendez, excusez-moi, mais là, il y a la grosse sortie de piste là pour Mark McFarland, si on ne s'abuse pas. Et oui, c'est bien lui, Mark McFarland. On ne s'abuse donc pas. Voilà, si l'on ne se trompe pas, ça aurait
été un petit peu plus exact. Alors, donc, une neutralisation, il n'y en a pas eu pendant plus de 100 tours. Et là, il y en a 2 en quelques tours seulement. On était bien dans le rythme de la séquence Crank It Up. Et ça, dommage, ça vient un peu casser le rythme. Oui, mais ça fait les affaires de Kevin Harvick. Parce que du coup, Kevin Harvick va encore en profiter pour récupérer sans doute un tour de retard. Puisque là, on l'avait vu, il était aux avant-postes sur la ligne intérieure sur le président restart. Et comme il me semble qu'il a dépassé Jimmie Johnson, eh bien, vraisemblablement, il doit avoir repris son tour de retard. On va voir ça dans un instant. Et ces petits clips toujours aussi sympathiques de la NASCAR, ça on peut vraiment dire que le sens du show, ils l'ont un tant sur la piste que dans les régies pour nous monter ces belles images de NASCAR. Et ces fameux petits clips qui font vraiment la part belle aux sensations et à la musique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a bien vu Mark McFarland. Jimmie Johnson a évité de peu également une grosse glissade. Et regardez ce travers de Jimmie Johnson, récupéré de main de maître. Ouais, et donc il me semble que Kevin Harvick en a profité pour passer à l'intérieur. Oui, mais alors je crains que Kevin Harvick soit encore à un tour malgré tout. C'est possible, mais bon, mais en tout cas, il revient petit à petit. De toute façon, il revient un petit peu. Denny Hamlin, est-ce que c'est normal de le voir comme ça s'engouffrer dans la voie des stands? On met juste de l'essence. Oui. Ah, puis alors vraiment pas grand-chose, hein. Donc il profite de cette neutralisation pour refaire un petit niveau, mais pas de changement de pneus, donc il devait peut-être y avoir un problème quand même. En tout cas, le leader, inamovible, hein, semble-t-il, Matt Kenseth. Bien parti en tout cas. C'est vrai, pour l'instant, c'est lui qu'on sent incontestablement disposer de peut-être de la meilleure voiture, de la voiture la plus rapide pour aller s'imposer ce soir. Oh, regardez, le pace car est une Toyota Camry, donc cette voiture qui est engagée en Craftsman et qui devrait donc être... en Craftsman, c'est un peu spécifique, mais ce serait donc la base de cette voiture qui servirait pour l'arrivée de Toyota en bouche l'année prochaine. Ce sera forcément un événement que de voir évidemment cette marque étrangère, même si bien implantée aux États-Unis, arriver dans le championnat le plus américain de tous. Alors Kenseth, je regardais ses chiffres, hein, depuis le début de la saison, 8 départs, 8 top 7. Ah oui, non, Kenseth il fait c'est pas mal aussi. Excellente saison de bouche quand il vient. Il est toujours quasiment aux avant-postes. Pas de victoire, c'est vrai. Moins bon résultat, donc 7ème à Phoenix. Et là, il reste sur une 3ème place à Richmond, une 2ème place à Darlington. 3, 2, allez, il n'y a plus que 1. Ouais, et voilà, ça progresse dans ces 2 dernières courses. Il n'y a plus que la première marche à aller chercher. Encore un tour et ce sera le prochain restart. Carl Edwards, donc 2ème, derrière Kenseth, mais devant Kurt Busch. On va faire un petit point sur le classement à 75 tours de l'arrivée. Matt Kenseth, donc leader, vous l'avez dit, devant Carl Edwards. 3ème place pour Kurt Busch, qui devance Jeff Burton, discret, mais aux avant-postes. Casimir, 5ème, devant Gigi Elite. Johnny Sauter, Martin Truex Jr., lui également discret, mais également dans le top 10. Devant Clint Bowyer, Regan Smith, premier régulier de la bouche, en 10ème position, devant Hamlin. Biffle, Cluever, Johnson, Jimmie Johnson seulement 14ème, hein. Devant Blaney, Kenny Wallace, Michael Andretti, je cherche Kevin Harvick, John Andretti pardon, dans ce classement. 20ème place pour Sorensen. Et oui, Harvick toujours à un tour, ça c'est sûr, et pas en position d'être le lucky dog. Et oui, il est très très loin. 27e, on est d'ailleurs voilà, 28e embarqué avec Kevin Harvick, hein, 28ème. Donc sur la gauche de votre écran, la ligne du tour du leader, et sur la droite, la ligne des retardataires. Et le premier à un tour, vraisemblablement, c'est Kyle Busch. Ça paraît un peu bizarre, mais... Faudrait voir, parce que d'après nous, il y avait des pilotes qui étaient avant à un tour. Mais peut-être que la ligne intérieure, la hiérarchie est peut-être un petit peu moins respectée, dans la mesure où déjà on est à un tour au moins. En tout cas, c'est reparti. C'est plutôt donc la ligne extérieure qui va nous intéresser. Ouais, encore qu'à l'intérieur, vous avez vu l'attaque de Kevin Harvick immédiatement sur Kyle Busch. Ça risque de faire un petit peu bouchon dans le premier virage. Voilà pour la trajectoire. Et du coup, eh bien,
les hommes forts. Hein. Matt Kenseth s'est passé, mais regardez Carl Edwards qui a un petit peu de mal face à Kevin Harvick. Et derrière, il me semble que Kurt Busch a été un petit peu bloqué aussi. Pendant ce temps-là, Martin Truex Jr. un petit peu plus loin derrière. Et Matt Kenseth qui reprend sa chevauchée fantastique. Ça va être difficile quand même d'aller chercher Matt Kenseth ce soir. Même si Carl Edwards est toujours dans le top 5 aux avant-postes. Mais ça risque quand même d'être un petit peu dur. Là, nous sommes avec Kurt Busch qui vient de prendre le meilleur sur son frère, mais ils ne sont pas dans le même tour. Et voilà, la bagarre a priori dans le même tour, mais pas dans le tour du leader. Elle est entre Kyle Busch et Kevin Harvick. Un tour, attention Robbie Gordon. Et oui, et du coup, il va y avoir une nouvelle neutralisation. Encore. Et oui, impliqué pour la deuxième fois en quelques instants seulement, mais là, ça a tapé plus fort. Strike. Et oui, là, ça a bien tapé à l'arrière. Ouais, Robbie Gordon. Pas tapé tout seul. Hein. Ouais. Également impliqué. Et voilà, bah c'est souvent le cas. Hein. Peu de neutralisation, Gordon, et puis dès qu'il y en a une après, ça a le mérite de la clarté, il rentre directement au garage. Les neutralisations appellent les neutralisations. Là, on en a encore la démonstration. Bah, il faut reconnaître qu'il s'excite aussi un petit peu dans les voitures, hein, sous régime de drapeau jaune. On a hâte d'en découdre. Alors, est-ce que c'est pas Robbie Gordon qui part tout seul dans un premier temps? La réponse est oui. Et alors, ça doit être une réaction en chaîne pour Mark Farland, peut-être derrière, qui a eu peur. Où est-il, Mark Farland? Voilà, Gordon qui passe. Boum. Et Mark Farland qui a peur derrière. Qui est attiré, évidemment, par ce qu'il voit devant lui. Et c'est la même chose, finalement, qui lui arrive. Et le malheureux Mark Farland, au final, c'est lui quasiment qui fait la plus grosse sortie, alors que Robbie Gordon, initiateur de la faute, lui n'a fait qu'un tout petit contact, mais du reste, lui a abandonné Robbie Gordon, alors que vous le voyez, on essaye de relancer Mark McFarland sur la piste. Ça risque quand même d'être un petit peu difficile parce que l'arrière de la voiture est quand même bien endommagé. Alors à chaque fois, s'il y a un lucky dog, ça va finir un moment ou un autre vers Harvick ou Kyle Busch. On va suivre ça dans le classement qui défile en haut de votre écran. Johnson 14e devant Blaney, Kenny Wallace. Alors a priori, il y aurait 13 voitures dans le même tour. Donc vous voyez, à partir de ces noms, on est à un tour. Attention. Oh, regardez Kurt Busch qui suit son frère et Kevin Harvick derrière qui laisse partir Kyle Busch et qui lui reste en piste. On va essayer peut-être de se dédoubler du côté de Kevin Harvick. Oui, mais alors attendez, parce que Kenseth et Edwards sont restés en piste. Donc il va remonter sur certains pilotes, mais pas tous. Ah non, c'est sûr. Ouais, là, il y a eu un vrai coup de bluff. Et tout le monde ne s'est pas engouffré. Bon arrêt pour Johnson. Oh, attention à Daniel Quinn. Oui. Ah, Denny Hamlin, il y a quelque chose là, parce que vous voyez, on soulève beaucoup la voiture. Problème de batterie, semble-t-il, pour Denny Hamlin. Parce que c'est là qu'elle se trouve, la batterie. Regardez, il y a même la pièce qui a été amenée pour une nouvelle batterie. Ah oui, c'est sur le côté gauche. Et c'est par cet endroit qu'on y accède. Alors ça, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour Denny Hamlin. Voilà, on a enlevé la défectueuse. C'est toujours amusant de voir les pilotes. On se souvient du changement de radiateur sur je ne sais plus quel pilote il n'y a pas très longtemps. C'est assez amusant de voir les mécanos faire vraiment de la mécanique sur le bord en profitant d'un drapeau jaune. Là, on ne va pas pouvoir le renvoyer en piste pour éviter de perdre un tour, hein, cependant. Mais c'est pas une bonne nouvelle, hein, de toute façon, pour Denny Hamlin. Oui, parce que ça se prolonge. Normalement, c'est pas forcément facile, mais ça prend moins de temps quand même. Là, il y a quelque chose. Et oui, on voit le mécanicien qui secoue la tête. Il y a un problème. Ça dure trop longtemps. Il avait gagné une position à l'issue de la course de Darlington. Denny Hamlin au championnat était revenu à la 3e place, à 379 points du leader Kevin Harvick, mais simplement à 32 points de Clint Bowyer, deuxième du championnat. Et bien là, il perd un tour, ça c'est sûr. Et regardez, il y a de la fumée maintenant devant. Avec un début d'incendie, on voit là derrière le pneu. Alors
On demande un extincteur. Ouais, on voit les petites flammes. Alors espérons qu'il soit plus prompt que notre pompier de tout à l'heure. Oui, mais on hésite parce que c'est peut-être un petit souci électrique, mais qui condamnerait pas le moteur. Peut-être en remettant la batterie à ton mal connecté, et du coup il y a un court-circuit. Ouais, apparemment c'est les mécanos qui ont fait on une voyait petite bien erreur au moment de il n'y arrivait pas, le mécanicien, et de débrancher, de rebrancher la soit batterie. il a carrément inversé positif et négatif, soit ça serait grave. Bah quand oui, même. oui, c'est pour ça que j'ose pas A dire priori, ça. ce genre de cosse rapide Ouais. de branchement empêche ce genre de choses. Mais il y a eu quelque chose, et il y a eu donc un dysfonctionnement, ce qui n'empêcherait pas Denny Hamlin de repartir en piste. Mais là, évidemment, le temps Là, il a semble tout- très il a- très il long a pour tout lui. perdu ou quasiment, hein, Denny Hamlin de toute façon sur cette course. Il ne va plus pouvoir qu'espérer sauver quelques petits points. Dommage, là encore un ténor qui connaît des difficultés. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle hein, évidemment pour Denny Hamlin alors que le restart va avoir lieu. C'est vraiment dommage, il avait un excellent mois de mai malgré sa main gauche coupée. Vous savez qu'il est blessé, hein, il court toujours avec son pansement d'ailleurs. Il avait quand même réussi à signer une deuxième position en Cup dans ce mois de mai. Et puis, Voilà, terrible, deuxième regardez, place. il est toujours dans la voie des stands et tout le monde repart à fond. Là, il va perdre 2 ou 3 tours faciles. Et puis la victoire évidemment à Darlington il y a 15 jours. Alors, est-ce qu'il y a des progressions dans la hiérarchie pour notamment Bush et Kyle, hein, bien sûr, et non pas Kurt, qui est toujours dans le top 10, et Harvick. Il me semble que c'est Harvick qui mène la meute, qui mène le pack. Alors Et évidemment, là, il est attendez, pas dans est-ce le que tour c'est de pas leader. Kenseth qui est en train de céder? À Mears. Et si, parce Ah que oui. là Ouais, c'est tout à des fait. pilotes qui étaient aux avant-postes. Matt Kenseth, un peu lent là, au moment du restart. Ah, il s'est fait un tout petit peu surprendre par Kazimiers et il me semble bah, derrière Edwards que est passé Martin tout Truex ça, Jr. est en train d'en profiter également. Regardez la facilité avec laquelle il dépose Kenseth. Ah, coup de théâtre là, incontestablement, parce que ça faisait quoi, plus de 100 tours Ah oui, oui. on aurait tendance à dire que Kenseth était en tête. Et là, regardez, il est très lent, Kenseth, et il bloque un peu tout le monde. Derrière, c'est la confusion. Alors, problème mécanique peut-être pour Matt Kenseth. Oh là là, il se fait avaler. C'est terminé pour Matt Kenseth. Ouais. Peut-être un problème moteur. Terrible. Il était peut-être le plus fort ce soir. Et là, il tombe. À nouveau après McMurray, après Stewart. Voilà. Et après d'autres. Il a déjà un avantage par rapport à tous ces gens-là, c'est que lui a mené le plus grand nombre de tours. Il ne pourra pas être rattrapé là-dessus. Ça, c'est sûr, ça lui fait déjà 10 points dans sa besace. Les 5 pour avoir mené un tour, 5 pour avoir mené le plus grand nombre de tours. Alors là, on a les écarts avec le classement qui défile. On va pouvoir voir où se situe exactement. Ah, Kevin Harvick, Kevin Harvick, il est juste là en caméra embarquée et derrière c'est Carl Edwards. Alors est-ce que Carl Edwards est leader? Oui, très vraisemblablement. Pour lui mettre un deuxième tour ou est-ce qu'il est pour lui prendre simplement un tour? Oui. Ça. Est-ce qu'il est déjà revenu dans le même tour? En tout cas, Carl Edwards, nouveau leader. Kazimiers, c'est voilà, Kenseth, ça fume, c'est terminé pour Matt Kenseth. Quelle déception pour Matt Kenseth. Et pour le Team Roche. Et oui, qui n'a guère plus que Carl Edwards maintenant aux avant-postes. Ouais. Voir Biffle, faut voir si Biffle n'a pas les Ça va moyens être de revenir difficile un peu. de toute façon a priori pour Biffle. Ah oui, dites donc, on n'est pas au bout de nos surprises, hein, j'ai l'impression, parce que personne ne peut être sûr de rien. Même Matt Kenseth, qui était solidement souverain, eh bien, tout vient de s'écrouler. Donc la course est neutralisée suite à l'explosion du moteur de Matt Kenseth, vous l'avez compris. Et Harvick au stand qui va boire un coup. Ah, on change, on ravitaille du côté de chez Kevin Harvick, vous le voyez. Je sais pas s'il a bien Je pense visé. pas, hein. Non, je pense qu'il est retombé. Allez, on revoit les moments forts de cette course. Jamie McMurray, le leader, deuxième tour. C'est quand même assez incroyable de voir le leader aller comme ça directement dans le mur. C'est arrivé ce soir. Et ça n'est pas le seul. Stewart. Tony Stewart va faire exactement pareil. Boum, voilà. Gros contact pour le pilote du Kevin Harvick Incorporated. On se tient un tout petit peu l'épaule. On est légèrement sonné du côté de Tony Stewart comme du côté de Jamie McMurray. On va aller faire un petit tour à l'hôpital, mais sans grandes conséquences. Mike Wallace qui part à son tour à la faute, très vraisemblablement pour les mêmes raisons, à savoir la pièce qui s'appelle la track bar.
vraisemblablement déficiente sur ces voitures et qui eh bien, cause la perte du train arrière. Et le dernier moteur abandon de voilà. Matt Kenseth, voilà, le dernier abandon, vous l'avez dit, LFB, celui de l'homme qu'on voyait bien aller s'imposer ce soir. Nouveau rebondissement parmi les grands favoris. Alors apparemment, il y a tous les records qui sont battus ce soir. 12 leaders, 16 changements de leader. Eh bien, c'était 11 effectivement la dernière fois en 2004. Et la vitesse moyenne également 170,69 pour l'instant. Le record est détenu par Mark Martin depuis mai 96 en 155,799 miles par heure de moyenne pour une course qui avait duré 1h55 minutes et 32 secondes. Ça nous fait quand même une vitesse moyenne de 250,7 km/h, excusez du peu. La vitesse de pointe ici est détenue depuis Jimmy Johnson. Le meilleur tour en qualif, c'était l'an passé, en octobre. Avec un tour en 187,735 miles par heure en 28 secondes 763. Ça fait quand même du 302,10 km/h sur un tour. Excusez du peu quand on vous dit que ça va vite à Charlotte. Vous voyez qu'on ne vous ment pas. Alors Carl Edwards ayant profité de la neutralisation pour s'arrêter. Le nouveau leader s'appelle Casey Mears. Le numéro 42 donc, avec cette voiture qui appartient à Chip Ganassi. Alors, c'est sûr, c'est amusant d'ailleurs de voir que Casey Mears a pratiquement plus de réussite en ne venant pas souvent en NASCAR bouche que Rick Sorensen, qui lui, au contraire, est plutôt spécialiste de la bouche, on va dire. Attention, oh, Clint Bowyer. Eh oui, là encore, c'est... Oh là, puis le choc terrible avec John Wood derrière. Voilà, la confusion là sur l'ovale de Charlotte, le Loves Motor Speedway. C'est parti un petit peu dans tous les sens. En tout cas, ça a été très fort entre Clint Bowyer et John Wood. Ouais, je ne sais même pas s'il va pouvoir rejoindre son stand, Clint Bowyer. Avec cette voiture complètement détruite, celle de John Wood n'est pas en meilleur état, vous le voyez. Là, il va quand même falloir beaucoup bricoler du côté des mécaniciens pour réussir à envoyer en piste la voiture de John Wood, hein, celle de Clint Bowyer. Ouais, il va même pas pouvoir aller jusqu'au stand. Ah si, mais dans l'autre sens. Oui, voilà. Deuxième au championnat, Clint Bowyer. Ah, donc il perd beaucoup. C'est important. Il Alors, perd beaucoup. on voit John Wood là, mais on voit pas. Oh, est-ce que Paul Bowyer. Menard n'y est pas pour quelque chose? Ouais. Petit contact. Ah, et derrière, remarquez, il y a conséquence également. Ah oui, mais attendez, je crois que Bowyer devant était déjà parti à la faute. John Wood a dû ralentir et Menard n'a pas vu, et c'est pour ça qu'il a embouti John Wood. Hein. C'est une réaction en chaîne, mais c'est pas un attentat de la part de Paul Menard. Non, pas du tout, en effet. Mais c'est vrai que sur la première, Bowyer qui part. La première image, on a un peu tendance à penser que c'est Menard qui pousse, mais en fait. Mais non, c'est une réaction en chaîne, et le pauvre John Wood, oh là là, déjà percuté, qui va s'encastrer sur la voiture de Bowyer. Et Carl Edwards, qui a failli être impliqué dans l'affaire, le leader ou quasi leader de la course, va-t-on dire, hein, puisque virtuellement il est leader, puisque c'était lui qui menait avant son arrêt au stand. Il a eu très chaud, il a été bloqué dans le mur. Il n'a pas été touché apparemment, mais il a dû sauter sur les freins. Bowyer s'est tapé déjà très fort, mais alors là évidemment c'est encore pire. Et voici effectivement Carl Edwards en haut qui va éviter de justesse. Ah, on est avec Bowyer. Écoutez le bruit. C'est impressionnant. Et s'il y avait même une caméra embarquée avec John Wood, ça compléterait. Eh ben, je vais te demander. Voilà. Ouais, encore plus impressionnant avec cette caméra. Oui, il y a moins de choc, mais il est plus violent, hein, incontestablement. Bon, bah, une fin de course assez animée, avec des gros crashs quand même. On va essayer de reprendre nos esprits. On va marquer la dernière petite pause, et lorsqu'on reviendra, eh bien, ce sera la fin de course et l'on saura qui remporte bien sûr cette 13e manche de la saison ici à Charlotte. Mais là, pour Bowyer et pour John Wood, évidemment, c'est terminé. Allez, petite pause donc et on revient très vite. On est dans le dernier quart de course et c'est le restart qui est imminent. Avec toujours Casey Mears qui mène le bal. Alors l'invité peut-être de dernière minute, Casey Mears. Il faudrait qu'on fasse un point quand même sur le classement là.
parce qu'on voit Truex qui est derrière Kazimierz. Ah bah, un tour avec ce restart, après ce restart, on va pouvoir. Je voudrais bien être sûr de savoir qui est où exactement. Je pense que Kevin Harvick est toujours à un tour, on le voit, aussi, hein, on est bien d'accord. Kazimierz en tout cas sous la pression immédiatement de Martin Truex Jr. pour la tête de course. Et attention, derrière. Allez, justement, ce petit point sur le classement. Donc Mears devant Martin Truex Jr., ça c'est sûr. Derrière, 3e place pour Jeff Burton, c'est bien ce qui me semblait, devant Gigi Yeli. 5e place pour Kurt Busch, toujours dans le top 5, devant Biffle revenu. Bon, maintenant Biffle, c'est clair, hein, il est bon là. Ouais. Johnson, Edward, Johnny Sauter, Regan Smith 10e. Très bien. Devant Cluever, Kenny Wallace, Dave Blaney, David Green. Ils font tous des belles courses, hein, même John Andretti, c'est pas mal dans les 15 premiers ce soir. Et là, on attend Kevin Harvick, 18e place pour Rick Sorensen, juste devant Kevin Harvick. Donc, Kevin Harvick est toujours à un tour. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il est le premier à être à un tour. Je pense pas, parce que tout à l'heure, il y avait 13 voitures dans le même tour. Je vois pas pourquoi il y en aurait eu soudainement 18. Mais bon, il a peut-être encore une possibilité de revenir. Et il s'échappe, hein, Kazimierz. C'est étonnant d'ailleurs de voir que Martin Truex Jr. n'a pas forcément les moyens de suivre Kazimierz. On le sentait bien en début de course. Martin Truex Jr. un petit peu attentiste peut-être. Et en tout cas, Kazimierz lui en profite évidemment pour prendre, passez-moi l'expression, la poudre d'escampette. Jeff Burton derrière, toujours en 3e position. Un petit peu de mal à suivre quand même le rythme des leaders. Oh, attention à la bagarre derrière entre Jimmy Johnson et Greg Biffle. Ils ne sont pas dans le même tour. Dis donc. Vous avez Johnson, Biffle et Edward sur la même image, les 3 premiers du championnat Nextel la saison dernière. Rendez-vous compte, incroyable. Quand on vous dit définitivement que la NASCAR Busch n'est plus la 2e division, mais bel et bien la division 1 bis, si ce n'est la division 1 tout court de la NASCAR au même titre que la Nextel. Sauf que c'est la veille. Voilà. Oh, Biffle. Et oui, bah on en parlait justement, Greg Biffle. Oh, et derrière, il me semble que c'est Regan Smith qui est parti à la faute également. On va voir ça. Et il a un peu touché le mur, Greg Biffle. Il s'en sort pas si mal. Ouais, c'est Regan Smith. Il s'en sort pas si mal au demeurant, Biffle, parce que apparemment il a réussi à conserver le contrôle de sa voiture. Ménard est parti à la faute aussi. Et bien alors, c'est bien la peine d'être quasiment vice-champion Nextel pour partir tout seul à la faute comme ça, comme un grand. Et du côté de Kazimierz, non, on ne rentre pas, car effectivement là il y a un pari en fait. Kazimierz qui s'était arrêté plus tôt que les autres et qui va essayer d'aller jusqu'au bout. C'est bien ce que dit Brad Parrott. Non, on tient plus bon. D'arrêt. Ouais. Alors que les autres vont peut-être devoir repasser une fois par les stands. C'est un pari à voir s'il sera payant. Ça, c'est plus en fin de course qu'on va voir ça. Eh oui, il perd le contrôle tout seul. Et il touche rien. Pas encore. Rien. Et regardez, si, il va toucher un tout petit peu. Regardez, là, tac. Petit contact. Et derrière, on voit pas ce qui est arrivé à Paul Ménard. On l'a vu en travers. Mais on ne sait pas à quel endroit c'est arrivé. En tout cas, Regan Smith, lui, ne touche rien. Alors essayons de voir Ménard, il est derrière avec sa voiture jaune fluo. Voilà, il va dans l'herbe. Ah, c'est peut-être en allant dans l'herbe. Ouais, là il passe dans l'herbe et il perd le contrôle. Ouais, c'est ça. Et oui, tout le monde n'est pas Tony Stewart. Tout le monde ne peut pas passer accélérateur au plancher dans l'herbe en NASCAR. On se souvient évidemment de cette figure libre de Tony Stewart qui ne l'avait pas empêché d'aller s'imposer l'an passé à Daytona pour la première course de la saison et sa première victoire en NASCAR Busch. J'aime toujours beaucoup les petits aérofreins qui sur le toit se lèvent quand la voiture est à l'envers. Ça freine quand même. Ah ouais, ça freine. C'est quand même assez efficace, même si c'est vrai que l'image est toujours assez surprenante. Allez, sans perdre de temps, on s'est positionné pour le restart. C'est Jeff Burton maintenant qui est 2e. Truex a dû s'arrêter. Eh non, on le sait, Kazimierz va aller jusqu'au bout, mais derrière, eh bien peut-être que les uns et les autres vont s'arrêter. Et puis, on verra bien qui se positionnera en fin de course, mais Kazimierz, lui, a les moyens d'aller jusqu'au bout. Confirmation que Kevin Harvick est toujours à un tour, on le voit ici sur la trajectoire intérieure. Kazimierz en tête qui est en train de recréer immédiatement un petit matelas d'avance pour être relativement confortable sur la fin de course. Jeff Burton fait le forcing pour justement ne pas permettre à Kazimierz de se prendre un petit écart de marge. Et il faut dire qu'il n'a pas vraiment le choix non plus, Jeff Burton, parce que derrière, il y a Kurt Busch qui klaxonne. Voilà, Truex, donc 10e, 3 voitures de front. Bon, attention parce que ça se resserre un petit peu quand même. Truex qui s'est arrêté, qui repart 10e. Donc c'est pas si catastrophique que ça, bien au contraire. Attention, Martin Truex Jr. qui a peut-être un rôle à jouer dans cette fin de course.
Kyle Busch 24e, lui en revanche a l'air de ramer un petit peu, si vous me passez l'expression, pour revenir aux avant-postes. Alors j'ai pas vu passer Kevin Harvick dans le classement, il Si, a si, dû si. passer. Ouais. J'avoue que j'ai pas vu à quelle position exactement, mais c'est évident qu'il est passé. Alors Kézimir, 67 départs en NASCAR Busch, et on le sait, toujours pas de victoire. Quand bien même, effectivement, il est capable de faire de très belles prestations. Alors son meilleur résultat cette année, en tout cas, depuis le début de la saison, c'est une 4e place, 3e. Troisième au Texas. Il a 4 départs pour l'instant, c'est son 5e cette saison à Kézimir. 40e en Californie, 16e à Atlanta, 3e donc c'était à Bristol. Mais je me suis trompé, pardon, c'était... Non, c'est bien ça, c'est bien au Texas. Oui. Pardon, sur mes petites stats. Et 9e à Phoenix. Pas si mal que cela. Kurt Busch, une victoire, une 4e place. Allez, la bagarre pour la 2e place en cours entre Kurt Busch et Jeff Burton. 15e, Kevin Harvick. Classement officiel. À 15e à 36 tours de l'arrivée. Mais 15e, mais à un tour. Oui, mais il se rapproche du top 10. Oui, c'est bien ça sûr, aussi que j'ai bien en sûr, tête. bien sûr. Oui, toujours, de toute façon. Voilà. Kevin Harvick, quoi qu'il lui arrive, il est en mesure d'aller signer un top 10 quasiment à chaque fois. C'est quand même assez impressionnant cette régularité. C'est sans doute peut-être la chose à retenir le plus de ce début de saison. C'est la régularité vraiment de Kevin Harvick. Là, il y a un sacré paquet emmené par le numéro 00 de Johnny Sauter. Sous la pression de Martin Truex Jr., Johnny Sauter. Et attention, regardez Jeff Burton également sous la pression, mais de Kurt Busch de plus en plus menaçant. Quoi qu'il arrive, maintenant, même s'il reste encore 35 tours, il aura de toute façon fait une belle course, Kurt Busch. Je repense à Paul Ménard qu'on a vu tout à l'heure. Nouvelle a été annoncée cette semaine. A priori, l'année prochaine, il est en Nextel à temps plein. Et a priori, toujours au sein de l'équipe Dale Earnhardt Incorporated, alors que Kurt Busch a failli aller dans le mur. Même si on avait annoncé Paul Ménard en liaison avec Toyota. Bon, a priori, ce serait quand même toujours avec DEI. Allez, on y croit toujours du côté évidemment. de Kézimirs. Oui, mais c'est encore loin l'arrivée. 34 tours, d'accord. Oui, il peut encore se passer beaucoup de choses dans cette course, c'est évident. Mais c'est vrai que vu le rythme de Kézimirs, on se demande un peu qui va avoir les moyens d'aller le chercher, parce qu'il a vraiment créé un gouffre devant Jeff Burton et Kurt Busch toujours en bagarre. Voilà, et Brad Parrott qui contrôle vraiment la situation. Il est très expressif, ce chef d'équipe. On se souvient l'année dernière qu'il avait à un moment donné fait une sorte de roue pour célébrer une victoire de Carl Edwards. Alors vu sa corpulence, je peux vous dire, c'était pas vraiment une roue académique. Mais bon, il était très démonstratif. Un duel de géants là, Jimmy Johnson, Carl Edwards. C'est ce que je vais vous dire, on va le retrouver, Carl Edwards. Il est là, il va essayer d'aller chercher la 5e place de Jimmy Johnson et ça va peut-être bien passer pour Carl Edwards. Attention sur l'intérieur où est la trajectoire est bien meilleure, évidemment. Il va récupérer la 5e place, Carl Edwards. Je m'appelle Kézimir, on me dit plus ou moins que Carl Edwards est pas loin derrière dans une sorte de fun course qui pourrait bien lui... Je me méfie. Oui, je ne serais pas entièrement rassuré parce que Edwards, on peut vraiment lui reconnaître cette qualité, c'est d'être très très rapide dans les fun courses. C'est un finisseur absolument phénoménal. On se souvient, on en parle à chaque fois, mais on se souvient de sa première victoire Nextel à Atlanta, où il va chercher dans le dernier virage, si je ne m'abuse, Jimmy Johnson pour la victoire. Exactement. Et il y en a eu d'autres, même depuis. C'est vrai qu'elles ont moins marqué peut-être, mais c'était vraiment un peu les mêmes au niveau philosophique du terme, si l'on ose dire. Alors ce serait intéressant d'ailleurs, si un jour on a la chance, et peut-être vous l'aurez LFB, d'aller croiser Carl Edwards, de lui poser la question s'il a fait du cyclisme sur piste. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est le seul à se servir du banking pour accélérer sa voiture vraiment au passage de la ligne dans les ultimes tours, prendre vraiment le banking pour avoir par la simple gravité un tout petit peu plus d'accélération qui lui permet de faire la différence. Et c'est vrai que c'était une technique qu'on n'avait jamais vue ou quasiment en NASCAR avant. C'est la patte Carl Edwards. Et là il y a un beau duel pratiquement pour une sorte de première place virtuelle du classement des pilotes Busch. Alors on va regarder justement au championnat, avant cette course du Loves, de savoir qui est le premier régulier de la Busch. C'est Paul Ménard en 6e position, mais déjà à 462 points
de Kevin Harvick, le premier régulier de la bouche au classement, va-t-on dire. Quoique Paul Ménard Oui. a fait au moins une course. Je pense qu'il en a fait 2 ou 3 depuis le début de la saison en Extel. Je ne sais pas s'il est là aussi philosophiquement pour conserver le même titre, considéré comme un pilote. Alors c'est Jason Leffler alors. Oui, voilà. Qui est en 9e position à 623 points de Kevin Harvick. Ça c'est énorme aussi. Oui. Il y a quand même 643 points déjà entre le premier et le 10e du championnat. Bon, il faut rappeler quand même qu'il y en a 347 entre le premier et le deuxième. Hein. Donc finalement, derrière, on en a 9 qui se tiennent en 300 points. Mais bon, quand même. Attention à Carl Edwards qui va essayer de prendre le meilleur sur Gigi Yeli. Il se montre de plus en plus, Carl Edwards. Et c'était la bataille, c'est ça, parfaitement, ouais. pour la 4e place. Yeli plus loin que ça, mais non, il est dans le même tour. Alors devant, il y a Kurt Busch, il y a Jeff Burton et il y a Casey Mears. Bon, il faut avouer que Casey Mears quand même est assez souverain là maintenant. Belle course de toute façon de Gigi Yeli. Parce que un top 5, c'est pas mauvais pour lui. Hein. Vu son petit passage à vide, on va dire, à Bristol et au Texas, et puis ensuite à Phoenix et Talladega. Ça ferait du bien de renouer avec le top 5 après avoir renoué avec le top 10 il y a 15 jours à Darlington. Oh, Kurt Busch qui se fait doubler lui aussi par Yeli. Justement, on en parlait. Il va récupérer la 4e place. Alors à 30 secondes le tour, 26 tours. Un petit peu plus de 10 minutes si tout va bien. Va-t-on éviter une dernière neutralisation? Et là, la musique est... Oui, c'est presque sirtakesque. Oui. Il y a une ambiance ce soir, ici à Charlotte. Très étonnante. Voici le top 5. Eh oui, il y a eu une neutralisation. C'est ce que l'on pouvait craindre pour un petit débris que personne n'a vu. Est-ce qu'on ne chercherait pas du côté des commissaires de la NASCAR à relancer la course parce que Casey Mears avait quasiment un demi-tour d'avance? On peut se poser un peu la question. Ouais. Je ne sais pas si ça a été une bonne nouvelle pour lui, mais son élan a été forcément un petit peu stoppé, net. Et tout est à refaire. Celui pour qui ça n'a pas forcément été une mauvaise nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être Kevin Harvick, Carl Edwards également. Mais Kevin Harvick ça lui a peut-être permis de re-rentrer dans le tour du leader. Il va falloir suivre ça. En tout cas, Carl Edwards, c'est sûr, lui, c'est la bonne opération. Ça lui permet de recoller au leader de cette course, Casey Mears. Il va peut-être pas rester leader très longtemps d'ailleurs, Casey Mears. Oh là là, terrible là, ce qui se passe pour Mears. Voilà, Edwards à 18 centièmes, évidemment c'est rien. Yeli derrière et voici la maman de Carl Edwards. Et oui, bonne fête à toutes les mamans, profitons-en. Oui, c'était en France, mais aux États-Unis, c'est pas là. Il y a 2 semaines, on s'en souvient. Voilà. Avec Rick Sorensen et Denny Hamlin qui avaient souhaité elle s'appelle Nancy Sterling, particulière. Vous voyez qu'elle ne porte pas le nom d'Edwards. Bon, mais ceci ne nous regarde pas. Alors le classement, et oui là on aurait tendance même à être maintenant très inquiet pour Mears. Je pense qu'il va avoir du mal à résister Casey Mears tout simplement parce qu'il n'a pas de neuf. Tout simplement parce que attendez, cette interruption. Et oui, en plus, c'est vrai. Je peux vous dire, il est limite. De le souligner. Alors à la fois les neutralisations, certes, ça lui casse le rythme, et en même temps, ça peut lui permettre d'économiser le carburant, parce que. Oui, mais ils ont fait un choix du côté de chez Casey Mears de ne pas réarrêter le pilote lors du dernier drapeau jaune. Oui. Pour remettre un petit peu d'essence et surtout éventuellement lui faire disputer les derniers tours avec des pneus neufs. On a pris le risque de bien parier un petit peu qu'on allait garder ce rythme de course suffisant pour aller jusqu'au bout, sauf qu'avec l'interruption du coup il y a Carl Edwards qui est revenu et là peut-être que le fait de ne pas être en pneus neufs va faire toute la différence pour Carl Edwards. Quoi qu'il a repris quelques longueurs. Enfin attention, on connaît également Carl Edwards, il est peut-être en train d'étudier sa pro avant de fondre dessus. On va bientôt rentrer dans les 10 derniers tours, ça va se jouer. Alors que c'est le top 10 qui défile seulement maintenant. Et c'est David Green pour l'instant qui pointe à la 10e place de ce top 10. Oui, mais Kevin Harvick, confirmation, il est revenu dans le même tour, incroyable. Et il se dirige, j'ai tendance à dire doucement mais sûrement, vers un nouveau top 10. Incroyable. Magnifique. Magnifique parce que là encore, je peux vous dire qu'il faut du métier et du côté du pilote et du côté de l'équipe pour parvenir à effacer comme ça un problème en début de course et que finalement sauver les meubles. Et de quelle manière? En signant un nouveau
top 10, c'est quand même, passé moi l'expression, mais son 13e top 11 depuis le début de la saison. C'est encore une fois une grande leçon de régularité et d'intelligence de course que vient de donner Kevin Harvick, même si c'est sûr qu'il n'ira pas s'imposer ce soir. S'il signe un top 10, il aura de toute façon lui gagné sa course. Voilà le classement qui défile maintenant de manière complète. Kevin Harvick, à 6 secondes seulement, il est 12e, donc c'est bien ça. Il va nous le faire, là on peut en être quasiment persuadé. Il va y arriver à aller chercher David Green. Et d'ailleurs on ne s'y trompe pas, hein, endroit le plus bas dans le classement, 40e. Et il a quand même la possibilité, avec 2 tours de retard, d'aller revenir grâce aux circonstances de course, une tactique, une stratégie réactive au maximum, revenir dans le tour du leader et pourquoi pas aller signer un top 10. C'est pas encore fait. Top 11 maintenant puisqu'il vient de dépasser le numéro 32 dont j'ai perdu le nom. Le numéro 32, mon cher Manu, n'est ni plus ni moins que Dave Blaney. Voilà. Ah, drapeau jaune. Nouveau drapeau jaune. Tout à refaire peut-être pour Casey Mears qui Alors, va encore devoir. Ouais, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans la mesure où il économise de l'essence. Ouais, donc là, vous savez, c'est toujours la même image. On tient bon jusqu'au bout et c'est comme par hasard dans le dernier tour que l'on tombe en panne d'essence. Oui. Hein, c'est souvent comme ça. Là, cette neutralisation peut aider Casey Mears, mais évidemment, ça permet à Carl Edwards de revenir plus facilement derrière. Et 12 neutralisations. Attention parce qu'il est quand même extrêmement efficace depuis le début de la course sur tous les restarts. Carl Edwards, on va voir s'il va pouvoir faire attention vert. Il va chercher, il va aller prendre la tête de course et attention Mengigielli qui passe, Kurt Busch qui passe. Casey Mears qui était en train de et voilà. sur la piste. Voilà. Et Brad Parrott qui se prend la tête à 2 mains. Évidemment, ils avaient fait l'essentiel avec la stratégie et malheureusement dans les ultimes tours de course, il va craquer Casey Mears. Alors, j'ai cru qu'il était déjà en panne d'essence parce qu'on l'a bien vu. Secouer un peu la voiture, c'est vrai. Finalement, il a l'air de continuer. En tout cas, Edwards est passé et il n'en demandait pas tant, bien évidemment. Et attention à Gigi qui va peut-être aller chercher Kurt Busch pour la 2e place. Attendez, voici Casey Mears qui revient finalement. Mais oui, mais c'est trop tard. Il s'est loupé au restart, Casey Mears. Il n'a pas de problème d'essence, je pense pas. Il s'est raté au restart. Ou il va aller chercher la 3e place, Casey Mears sur Gigi Ellie, peut-être. Devant, c'est toujours Kurt Busch en 2e position. Et bien évidemment, Carl Edwards à 5 tours de l'arrivée. On peut quasiment dire course gagnée pour Carl Edwards. Il va falloir suivre. Mais regardez, il a quasiment un demi-virage d'avance, Carl Edwards. Quel restart de Carl Edwards, quel restart. Ou alors Casey Mears, puisqu'il n'a plus beaucoup de carburant, et bien, comme il n'était pas dans le banking, effectivement, problème pour l'alimentation. Effectivement. Et ça, c'est peut-être pas une... Ça, c'est peut-être une explication valable. Parce que là, regardez, il continue finalement pas si mal que ça. Il est quand même sous la menace de Gigi Ellie pour ils ont joué la 3e place. Ils ont joué fin du côté de son équipe, mais peut-être un petit peu trop finalement. Et tous les paramètres ne pouvaient pas être réunis pour aller jusqu'au bout. Quand bien même, là, c'est une place dans les 5 premiers qui va se présenter. Mais la victoire, c'est terminé là. C'est terminé. Il ne reviendra évidemment jamais sur Carl Edwards. Je pense même pas que Kurt Busch revienne sur Carl Edwards. Allez, il va peut-être essayer de sécuriser sa 3e place, mais même pas parce que regardez, Gigi Ellie sur la trajectoire intérieure est beaucoup plus rapide en sortie de virage et va aller récupérer cette 3e place. Il est 4e maintenant, Casey Mears. Il y a 2 tours, il était en tête. Alors derrière, à qui s'intéresse-t-on? À Kevin Harvick, toujours peut-être au port du top 10. Regardez, Kevin Harvick il est repassé, il est rentré dans le top 10. Il est rentré dans le top 10. Je crois qu'il se bat avec Cleaver justement pour rentrer dans le Johnson. Dans le il top était 10. 5e tout à l'heure. En admettant que Johnson soit toujours 5e, Harvick est peut-être 7e. Non, c'est Martin Truex Jr. maintenant qui est 5e devant Jimmy Johnson. Jeff Burton 7e, 8e Cleaver. Il est 9e maintenant, Kevin Harvick. Alors 13 courses depuis la dernière victoire de Carl Edwards. Phoenix, effectivement, l'avant-dernière manche en 2005. Et bien voilà qui est bien parti pour lui pour renouer avec la victoire. Et donc on va avoir droit de nouveau au backflip de sa part. Et sa maman, évidemment. Ah oui, on croise les doigts. Oui. Allez, dernier tour. Ouais, là, il y a de quoi être confiant quand même. Oh, attention. Ça ne serait pas le premier à perdre la voiture dans le dernier tour. On serait Casey Mears qui n'a toujours pas de victoire au bout de 67 courses. Là, je ne dis pas qu'on ne serait pas tendu pour lui. Carl Edwards, il a quand même déjà gagné. Oui, a priori, il a déjà le métier pour assurer un dernier tour, c'est vrai. Ouais, non, là, je crois que ça se précise très très bien pour Carl Edwards. Première victoire cette saison, il fallait bien que ça arrive. Et mine de rien, Carl Edwards qui est dans une bonne phase dans ses dernières courses. Il signe son 6e top 10 consécutif. Et derrière, Kevin Harvick qui a réussi encore à gagner des places. Kevin Harvick qui va finir 8e au final. Kevin Harvick a gagné une place supplémentaire en doublant Todd Cleaver.
Allez, le classement de cette 13e course. Victoire, donc on l'a dit, pour Carl Edwards devant Kurt Busch. Excellent deuxième. Gigi Ellie finalement termine 3e devant le malheureux Casey Mears, 4e. 5e place pour Martin Truex Jr. devant Jeff Burton et Jimmy Johnson. Kevin Harvick, une nouvelle fois, nous fait une course à la Kevin Harvick. Il termine dans le top 10, 8e. Malgré tous ses malheurs, devant Todd Cleaver et Regan Smith. 11e place pour Johnny Sauter devant Greg Biffle. Finalement à 12e. Regardez le moment clé de la course, bien sûr, le restart et le pauvre Casey Mears qui voit bien qu'au niveau de l'arrivée d'essence, il y a un problème. Et pourtant, après, ça va repartir. Donc, c'est bien ça, le fait d'être en ligne droite et non pas dans le banking, ça a dû pencher du mauvais côté en quelque sorte et ça lui a été fatal. Et malheureusement, on a joué tactiquement très très fin du côté du Chip Ganassi et de Casey Mears. Eh bien, on a joué un tout petit peu trop fin. Il ne doit pas manquer grand-chose, hein, mais il manque. En tout cas, il pouvait aller jusqu'au bout, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Au moment du restart, non, c'était pas jouable. Allez, Carl Edwards, voilà la petite figure qu'on vous a promise. Et voilà, le backflip. Pas mal. Là, il est bien retombé sur les pieds. Ce que j'aime toujours beaucoup, c'est qu'il attend que les caméras, les photographes, tout le monde soit là pour faire son petit backflip. C'est très professionnel. Je continue à dérouler le classement. Je vous ai dit donc 16e place pour Kasey Kahne au final. Michael Waltrip termine 20e juste devant Reed Sorenson. 23e place au final pour Kyle Busch, juste devant Paul Menard. Denny Hamlin, lui, termine 29e. 31e place au final pour Boris Said à 3 tours. Mark Martin termine 32e. Et puis derrière les malheureux du jour, Clint Bowyer 36e, Matt Kenseth 38e, Robbie Gordon 40e, Tony Stewart 42e et Jamie McMurray 43e. C'est logique, c'est les deux premiers à avoir abandonné. Alors on va faire les petits calculs au niveau du championnat maintenant. Oui, alors que dans quelques instants, eh bien, les premiers mots de Carl Edwards. Voilà, magnifique figure. Edwards doit sérieusement se replacer au championnat, je peux vous le dire. Vous savez qu'il est fort quand même, ce Kevin Harvick. Hein. Il arrive ici, il a 347 points d'avance sur Clint Bowyer. Il part d'ici, il a 348 points d'avance, mais sur Carl Edwards maintenant. Lui a gagné un point. Voilà. Carl Edwards, un des chouchous incontestablement de la NASCAR. Alors, vous êtes de retour dans Victory Lane. Alors, Casey Mears a eu un petit souci au moment du dernier restart. Est-ce que vous croyez que vous auriez gagné sans ça? Je ne sais pas, Casey a fait un super boulot. Et Brad Parrott, son chef mécanicien, on sait qu'il est très très bon. Évidemment, c'est Alcien, on vous le rappelle. Hein. Mais vous savez, j'avais vraiment eu l'idée en tête d'aller attaquer jusqu'au bout. Et je suis déçu pour lui, il a perdu la course au tout dernier moment, mais nous, on n'a vraiment jamais lâché le morceau. Et je crois que c'est de bonne augure peut-être même pour demain. Ah oui, il espère bien faire le sweep, ça on se met à sa place. Ah voici Casey Mears, donc le héros malheureux. Ah, ça n'a pas manqué grand chose. Oui, c'est très frustrant. En tout cas, merci à Brad Parrott et toute sa famille. Vraiment, on voulait gagner. Je sais vraiment pas ce que je dois faire pour gagner. À chaque fois, ça passe tout près. À chaque fois, quelque chose se passe. Pourtant, tout le monde a fait un super boulot. Pour gagner cette course, on avait tout préparé. On a fait un pari, vous savez ce qui s'est passé? Ouais, mais on n'a pas réussi à mettre assez d'essence au moment du restart. Hein. Et quand j'ai été dans les virages, ça allait mieux. Bah oui, c'est ça, c'est bien ce qu'on avait semblé, ça semblait évident. C'était pas une panne d'essence, mais c'était une difficulté d'arrivée d'essence. Et voilà la confirmation de ce que je vous disais. Kevin Harvick prend un petit point d'avance en plus au championnat, mais il n'est plus devant Clint Bowyer. Il devance désormais Carl Edwards dans la hiérarchie. C'est toujours aussi disputé derrière. Carl Edwards, Clint Bowyer, 3e devant Denny Hamlin. Gigi Ellie remonte à la 5e place, il était 8e en arrivant ici. Greg Biffle gagne également une place, il est maintenant 6e, mais déjà à 496 points du leader Kevin Harvick. Ça paraît quand même de plus en plus bien parti pour Kevin Harvick. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'Harvick évidemment est très loin devant et maintenant Edwards est un petit peu tout seul deuxième. Donc ça va plutôt être une bataille pour la 3e place qu'il va falloir surveiller. Le fait est que la NASCAR Busch est toujours aussi excitant. Prochain rendez-vous, eh bien c'est en direct samedi prochain. Le 3 juin à Dover à 21h30. Hein, on vous espère fidèles sur Motors TV. Merci Manu. Merci LFB, merci à tous et à toutes. Salut. À bientôt. This copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast.